Yo la famille, je pensais pas vous faire cette vidéo un jour et finalement, comme quoi YouTube c'est un petit monde, je suis très agréablement surpris et content de me rendre compte que lui et moi on se suivait mutuellement sans savoir. Moi je le suivais depuis longtemps, depuis le début de sa chaîne YouTube clairement parce qu'il a commencé tard par rapport à sa carrière, mais c'est allé très vite parce que tu es déjà à 300 000 abonnés à l'heure où je parle, ça se trouve. À l'heure où vous voyez cette vidéo, il en a déjà 1 million. J'espère. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. En tout cas, Idriss Aberkane est avec nous. Ça va mon Idriss? Écoute Yo, je suis ravi d'être chez toi, là, de pouvoir faire cette vidéo avec toi. Effectivement, je te suis depuis un certain temps. Cet attrait pour le poker, moi, du côté psychologique, du côté mathématique du truc. Dis-toi effectivement parce que c'est vraiment ta vie, c'est devenu là où tu es excellent. Et puis voilà, on a différentes anecdotes à parler, les jeux qui nous ont marqués. Toi, tu es un joueur à la base, tu parlais de StarCraft 2 et ça, c'est excellent. En fait, si tu veux, moi j'ai même commencé par étudier les pro gamers. Donc le tout premier article scientifique que j'ai fait, c'est quand j'avais 19 ans. Je l'ai publié à la CIEM, c'était une commission qui faisait de la recherche sur comment mieux enseigner les maths. D'accord. Et je m'étais dit, il y a un truc que je comprenais pas, c'est comment tu avais des pro gamers qui étaient en échec scolaire, les types, ils s'étaient fait dégager de l'école, ils s'étaient considérés comme des brels ou des cancres, et qui en fait atteignaient un level, tu sais, de fou. Master en optimisation. C'était sur StarCraft 1 à l'époque. Je les voyais, tu sais, avec tout leur deck, leurs optimisations et tout. Les gars avaient atteint un level en théorie des jeux, en stratégie, etc. Mais l'école disait qu'ils étaient merdiques. Alors j'avais voulu comprendre comment c'était possible psychologiquement. D'abord de prouver que c'était faux, parce que c'est toute cette question de quand un prof te dit que t'es une merde. Ça m'a toujours beaucoup touché parce que d'abord, tu vois, t'as mon frère par exemple, il avait une prof qui disait que c'était un branque alors que mon frère il a 145 de QI. T'as ma mère, elle a un doctorat de mathématiques. Son prof lui avait écrit dans son carnet, semble avoir un QI, pas un QI à l'époque, mais semble avoir un potentiel intellectuel très limité. Elle a un doctorat de maths. Donc si tu veux, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. Mais je voyais donc ces pro gamers, j'en avais interviewé et tout, etc., qui avaient atteint un level bac plus 5 alors qu'ils avaient quitté l'école sans le bac. Et donc depuis, je m'étais intéressé au gaming en général parce que c'est un excellent modèle d'apprentissage. Et donc on vient de tourner juste avant cette vidéo, une vidéo où on parle de mon intérêt pour le gaming, etc. Et donc en particulier du fait que ça peut t'apprendre énormément en psychologie et en mathématiques. Donc voilà, StarCraft 1. Après, StarCraft 2, j'adore, je l'ai vraiment goldé comme un malade, je joue Terran. Tu sais, le simple fait que tu aies des pro-gamers qui se fassent payer des millions de dollars dans les compétitions, etc. Tu sais qu'en plus, maintenant, ils sont recrutés par des boîtes d'intelligence artificielle pour les entraîner. C'est vrai. Parce qu'un entraîneur d'IA, ça vaut beaucoup d'argent aujourd'hui. Et pourquoi entraîner une IA, ça vaut beaucoup d'argent? Juste imaginez un chien d'aveugle aujourd'hui, ça coûte 15 000 balles. Un bon chien d'aveugle, ça coûte 15 000 balles parce que vous payez les heures du type du dresseur qui a entraîné le chien. Imaginez un super chien en en silicium, qui est une intelligence artificielle. Si vous êtes entraîneur d'intelligence artificielle, vos heures elles valent encore plus cher que si vous êtes entraîneur d'un chien d'aveugle. Et typiquement, les pro gamers en fait sur StarCraft typiquement, ils sont d'excellents entraîneurs d'intelligence artificielle, donc ils sont recrutés par Tesla, par Facebook, etc. aujourd'hui. Et donc on parlait dans la vidéo qu'on a tournée juste avant du fait que le poker a été entre guillemets résolu par les machines, dans le sens où maintenant les machines peuvent gagner face à des humains. D'ailleurs, tu m'avais pas dit à ce moment-là si c'est toujours, si c'est genre, est-ce qu'elles peuvent gagner des fois ou est-ce qu'on a atteint le niveau où les machines gagnent toujours? On a atteint, il me semble, le niveau où pour la première fois, il y a je crois 2 ans, la machine a gagné contre l'humain en heads-up, donc en 1 contre 1. Mais aujourd'hui, n'est pas encore capable d'être aussi forte. Elle a gagné sur combien de temps? Elle a gagné, je suis plus sur un sample, il me semble c'est 50 000 mains, mais je suis pas sûr de ce que quand je dis. Même 50 000 mains. Okay. Ouais, c'est pas mal, mais je suis pas sûr de ce que j'avance comme chiffre. T'as dit c'est 25 mains par heure. Non, en live, oui, mais là c'était online. C'était online, donc c'était contre plein de gens. Online, en heads up, je pense que ça joue. Je sais même pas combien on joue de mains en heads up par heure, mais en online, je dirais 300 peut-être. Ouais, peut-être 300 mains de l'heure, mais ça se trouve, je me trompe. Mais, ça veut dire une main toutes les 15 secondes. Quoi. Mais il y a plusieurs joueurs qui ont affronté. C'est-à-dire que c'était pas le même joueur qui a joué les 50 000 mains. C'est plusieurs des meilleurs du monde dans ce format-là. Et la machine les a fumés? Non, mais elle les a battus. Ouais. Okay. Et ça a mis du temps. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, la machine ne battait même pas ces joueurs-là. Et là, je crois que c'est arrivé vraiment il y a 2 ans ou 2-3 ans. Et le truc, c'est que il me semble qu'aujourd'hui, et je suis vraiment pas d'expert dans ce sujet-là, mais il me semble qu'aujourd'hui, la machine ne gagne pas plus qu'un humain sur une table complète. Parce et que le poker, c'est toujours en table complète quand même. Il y a tout ce niveau-là dans le développement des intelligences artificielles. Il y a par exemple les échecs, ça y est, c'est fini, il n'y a plus aucun humain qui peut battre une machine, enfin les meilleures machines aux échecs. Et c'est genre depuis 95. Quand Garry Kasparov il se fait battre par Deep Blue et Deeper Blue d'IBM, c'est terminé. D'ailleurs, à l'époque, The Economist avait dit. 25 ans quoi. Ouais, c'est ça. Putain, ça fait bientôt 30 balais, t'as raison. À l'époque, The Economist avait dit si votre métier ressemble aux échecs, lapsus révélateur, si votre métier ressemble aux échecs, préparez-vous à changer de métier. Après, il y a eu le jeu de Go.
Et ça m'a fait marrer parce que je préparais pour mon prochain bouquin qui sort en septembre un chapitre sur Lee Sedol qui se fait battre au jeu de Go. Et en fait, il y a un moment où il a battu la machine AlphaGo de Google, c'était en 2014. Et en fait, le gars qui regardait cette partie a dit il a fait un coup divin. Genre Kemi, vous savez, Kemi, là, le dieu vivant, il a fait un coup divin. À un moment donné, il a fait un truc, c'est le moment où il a battu AlphaGo, mais après c'était terminé. Donc pour le jeu de Go, c'est fini. Donc le jeu d'échecs, le nombre de parties possibles, c'est de l'ordre de 10 puissance 120, 1 avec 120 zéros derrière. Le jeu de Go, c'est de l'ordre de 10 puissance 800, 1 avec 800 zéros derrière. Pour vous donner une idée, le nombre d'atomes dans l'univers, c'est 10 puissance 88. Donc il y a plus de parties d'échecs possibles que d'atomes dans l'univers. Mais pour le jeu de Go, c'est encore plus. Maintenant, pour le nombre de parties de poker, 52 cartes, j'ose même pas imaginer. Et puis bien sûr, il y a les jeux vidéo. Donc tout ce sujet-là, c'est vachement intéressant. Dans la vidéo précédente qu'on a faite, qui va sortir donc sur ma chaîne, eh bien, on a parlé de l'aspect psychologique, de comment le poker croisait les maths et la psycho, comment en fait c'était une sorte d'arène, de ring de développement personnel, et comment on pouvait apprendre énormément sur l'humanité en général, pas juste sur les joueurs de poker, sur le jeu, etc., mais sur l'humanité en général, en regardant la façon dont les humains jouent au poker. Et évidemment, dans cette vidéo, on voulait poursuivre sur notre passion. Ouais, les jeux. Commune, en fait, j'ai envie d'orienter cette vidéo sur la stratégie, sur comment la stratégie nous amène à prendre des bonnes décisions au poker, comment nos stratégies dans la vie peuvent être similaires de celles dans le poker, et comment tout ce qu'on a comme background au niveau des jeux stratégie, que ce soit jeux vidéo, poker, échecs ou n'importe quel jeu stratégie auquel on a joué, je vais voir un petit peu avec toi si tu as joué au poker, je sais que tu as joué au poker, ont pu influer dans nos vies et dans la réussite de manière générale. Idriss est quelqu'un que je voulais avoir dans ma chaîne parce que dans ma chaîne aussi j'aime beaucoup aller vers l'excellence dans le sens où comprendre comment on peut atteindre un niveau de champion, comment on peut atteindre notre meilleur niveau. Idriss, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches aussi sur ce genre de choses. C'est des thématiques qui sont des thématiques d'excellence. C'est comment tu t'entraînes ton esprit à devenir la meilleure version de soi-même. Ouais, on parlait dans la vidéo précédente du nombre de corrections. Tu m'as illuminé en me disant, écoute, en fait, j'ai rencontré des gens qui étaient des vieux briscards du poker, qui avaient joué dans les casinos du groupe Partouche, etc. Et puis, ces types-là, ils avaient 30 ans d'expérience et ils jouaient d'une façon très stylisée. Et en même temps, toi, Yo, tu es aussi de la génération digitale et donc tu as joué énormément de mains en ligne. Et en ligne, tu peux jouer plus de mains par heure. Je pense que j'ai joué plus de 3 millions de mains en ligne aujourd'hui. Déjà, mes logiciels qui ont pu enregistrer mes mains indiquent quelque chose comme 2 millions. Et après, tu as tous les moments où j'ai pu jouer sans logiciel, etc., qui ne sont pas comptés, les changements de PC, tout ça. Donc, je pense qu'on est sur les 3-4 millions. Ouais. Tu vois, c'est marquant parce qu'on parlait dans la vidéo précédente du fait qu'un champion de ski comme Edgar Gros-Piron, il a 1 million, 1,5 million de virages dans sa vie. Toi, tu as eu 3 millions de mains et la main est au poker ce que le virage est au ski. Mais fondamentalement, une première approche, c'est que pour devenir bon, il faut être corrigé. Et c'est aussi pour ça qu'on a un problème avec le système éducatif, c'est qu'on a tendance à confondre la note et la correction. Or, la note et la correction, c'est pas la même chose. La note, c'est un outil, exactement comme le tournevis est un outil ou le marteau est un outil. On n'utilise pas un marteau pour enfoncer des vis. Mais en fait, quand on note les corrections, c'est souvent cette erreur qu'on fait. La correction et la note, il faut les séparer. C'est deux choses différentes. Ouais. Être noté, c'est pour avoir une fiabilité. Par exemple, un pilote d'avion, je suis très content qu'il soit noté. Je veux qu'il soit noté. Je n'ai pas envie qu'il prenne le contrôle d'un avion de ligne sans avoir été noté. Un médecin, je suis très content qu'il ait été noté, pareil, parce que je n'ai pas envie qu'il opère ma cornée sans avoir été noté. Mais la correction, c'est la base de l'apprentissage. Si vous n'êtes pas corrigé, vous ne pouvez juste pas apprendre, c'est pas possible. Alors le problème qu'on a dans l'éducation, c'est qu'à force de mélanger notes et correction, surtout au début, tu vois, en primaire, etc., on dégoûte les gens de la correction. On fait, par exemple, en maths, il y a des gens qui veulent juste plus recevoir l'attention du prof. Ils se disent, putain, la dernière fois que j'ai reçu l'attention du prof, il s'est passé un truc horrible, je me suis fait humilier, ça a été la honte, je veux plus être corrigé. Alors si vous voulez détruire l'apprentissage de quelqu'un, créez chez lui une peur de la correction. Quelqu'un qui a peur d'être corrigé, il peut plus apprendre. C'est quelqu'un qui va faire du surplace en matière d'apprentissage. Et aimer la correction, c'est aller vers l'excellence. Genre, pour que Yo soit excellent dans son domaine, qui est donc le poker, mais qui a été avant les échecs, il fallait qu'il aime la correction, qu'il aime se faire corriger, qu'il aime, d'où le mentorat, d'où l'introspection, parce qu'évidemment, quand on atteint un très haut niveau, on n'a plus de mentor réellement, on est obligé de se corriger soi-même, donc d'avoir de l'introspection. Il faut aimer se faire corriger en public. Ouais. Alors ça, c'est vrai que le plus dur, c'est devant les autres, parce qu'il n'y a pas un cas quasiment où c'est pas devant les autres. Tu sais qu'il y a même aujourd'hui encore, je demande, ça m'est déjà arrivé de demander, et encore il y a 2 mois à Vegas, dans des tournois à 25 000 l'entrée, même 50 000, j'ai demandé en direct à un des mecs que j'estime l'un des meilleurs du monde, à ma table, je lui ai dit, après que j'ai fait le coup, j'ai dit devant tout le monde, je lui ai dit, t'aurais fait comme ça ou pas? Ou il t'aurait fait différent? Et ça, le fait que moi je me permette de le demander,
devant les autres. Attends, mais c'est comme si, en gros, le gars il est dans une partie de tennis et il dit, l'adversaire de Federer dit attends, t'aurais joué mon service comme ça ou pas? Et en fait, ça se fait pas en fait. En général, tu peux pas demander. Mais à la table de poker, les gens. Il t'a répondu ou pas? Oui. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils ont un ego. Et en fait, quand tu flattes, ça flatte la personne de demander devant tout le monde, puisque tu es dans une compétition. Donc le gars, il a deux choix. Soit il répond pas. Non, il y a trois choix. Soit il répond pas. Il dit je peux pas te répondre parce que tu vois, on est en compète quand même. C'est un minimum, ouais. Mais non, mais ça, il va pas l'utiliser. En poker, c'est ça qui est fou, c'est que poker, c'est un jeu tellement friendly entre guillemets parce qu'il y a ce côté social, etc., ce côté van, machin aussi à la table, qui arrive alors qu'on est dans une compète. Il y a des vannes sur des tournois à 1 million l'entrée. Vous savez, si vous regardez les replays sur YouTube, tournoi à 1 million l'entrée, le plus cher tournoi du monde. Il y a des vannes, faut pas croire. C'est pas. Blague, ouais. Oui, tu peux blaguer. C'est pas comme une compète de tennis. Il y a pas de blague au tennis. Peut-être que le poker est un jeu qui pour le moment n'est pas assez résolu et que du coup on en est là, ce niveau de détente. Peut-être que dans 10 ans, à l'heure où je te parle, peut-être dans 10 ans, il n'y aura plus ce genre de côté blague. Peut-être qu'on se dirige de plus en plus vers un jeu mathématique et un jeu de compétiteur type échec, où là, la concentration, le fait de faire une vanne va t'enlever de la concentration et donc dans ce cas-là, on la fera plus. Peut-être que moi j'ai l'impression, et c'est mon impression, c'est que l'edge au poker est encore tellement énorme vis-à-vis des autres adversaires, d'un avantage sur les autres, que du coup, il y a une relaxe qui est inhérente à ce jeu-là. C'est intéressant parce que c'est comme si c'était une mine d'or pendant des années. Ouais. Ok, ça l'est moins qu'à l'époque, mais peut-être que par rapport aux autres sports qui existent depuis 100 ans, qui sont déjà à un niveau tel d'entraînement, il y a des centres de formation, de standardisation, que du coup, il n'y a pas ce côté on ne dérive pas, tu vois. Au ping-pong, il n'y a pas une blague. Oui, on parlait d'excentricité, etc. Ouais. Tu as raison, parce que même en stratégie, Ouais. on en reparlait là, mais tu as un film Ghost Dog de Jim Jarmusch avec Forest Whitaker, où c'est un type qui se prend pour un samouraï dans la banlieue du New Jersey, et des fois il lit des maximes de samouraï. Il y a une maxime qui m'avait marqué, c'était « Les choses de grande importance doivent être traitées avec légèreté ». Et les choses légères doivent être traitées avec une grande importance. Et j'avais jamais vraiment compris cette philosophie jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a des activités en fait où tu peux perdre tellement. Donc d'abord le trading, tu peux perdre des millions. Le poker, tu peux perdre des centaines de milliers, voire des millions. L'armée, la guerre, tu as fait une erreur, il y a 10 000 personnes qui vont mourir et peut-être que le pays va perdre sa liberté, etc. Et en fait, dans des situations de confrontation entre généraux, on voyait des fois aussi des élégances ou des plaisanteries comme celle-là. Par exemple, tu as la fameuse bataille de Fontenoy entre la France et l'Angleterre au XVIIIe siècle où tu as le fameux « Messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Tu vois, le général français qui dit « Allez, messieurs les Anglais, tirez les premiers ». Tu vois, c'est unique, mais c'est arrivé historiquement. Tu as le cas d'un aéroport. Les Allemands avaient fait un faux aéroport pendant la Deuxième Guerre mondiale en France et les Britanniques l'ont bombardé avec une bombe en bois. Donc ils avaient fait un aéroport leurre, tu sais, pour voilà, et les Britanniques l'ont su parce qu'ils avaient les meilleurs services de renseignement. Voilà, ça a donné Incroyable. James Bond. Donc ils ont mis une bombe en bois, ils ont mis voilà une bombe en bois pour votre aéroport en bois, tu vois. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des millions de personnes qui meurent et tout, mais ils ont quand même trouvé le temps de faire cette vanne. Et en fait, c'est en un sens, oui, c'est ça, c'est que le cerveau peut être saturé. Tu as des enjeux qui sont tellement trop grands pour le cerveau qu'en fait, c'est même plus possible de te rendre compte des conséquences de ce que tu fais. Ouais. Typiquement, dans la guerre nucléaire, tu vois, un type qui dit j'appuie sur le bouton, j'envoie une bombe, mais tu peux pas comprendre ce que tu es en train de faire. Si tu peux pas comprendre toutes les merdes de t'as raison, famille c'est ça qui se passe. Ouais. Voilà, donc il y a des moments où l'humour te permet de dépasser cette saturation, de te rappeler que tu es humain, déjà pour commencer. Parce que tu parlais, voilà, est-ce que le poker va devenir totalement algorithmique? Déjà que le trading est en train de devenir algorithmique et que ça part en couille à cause de ça. Des fois, tu as des cracks boursiers qui sont dus au fait que tu as deux algorithmes qui s'engrainent. C'est arrivé des tonnes de fois. Et donc, est-ce que demain, le poker va se déshumaniser? Sûrement. C'est possible. Non, mais c'est possible. C'est possible. Après, on aura du temps parce que, en tout cas, en live, au casino, on aura du temps parce qu'il y a toujours cette notion de divertissement, de samedi soir, de vendredi soir, de casino. Donc ça va mettre encore beaucoup de temps avant que le poker se déshumanise en live. Est-ce que tu penses que les règles peuvent changer? Genre, tu sais, avant, le poker le plus populaire dans les années 80, c'était pas le heads-up maintenant? Non, ça n'a jamais été le heads-up, hein. Ni avant, ni maintenant. maintenant. C'est pas le plus populaire? Non, le format le plus populaire, c'est toujours 8 joueurs à table. D'accord, ok. Ouais. En volume et tout. Ouais, tu vois, ça, je savais pas. C'est 8 joueurs à table parce que en fait, c'est pour des raisons pratiques. C'est que le croupier, il est payé par le casino. S'il paye un croupier et des tables juste pour occuper de l'espace pour seulement 2 joueurs, c'est pas bien pour eux. Déjà que souvent, le poker est un produit d'appel qui amène des joueurs dans le casino pour ce que je disais sur ta chaîne, pour ramener un maximum de joueurs à jouer à d'autres jeux ou à consommer au restaurant, à dormir dans l'hôtel, à créer du trafic dans le casino. Parfois, ils y perdent de l'argent à créer des tournois de poker. En fait, ils le font vraiment
comme un investissement pub, quoi. Vraiment une pub, quoi. On va créer on va payer la boîte WPT World Poker Tour, on va payer World Series of Poker, on va payer EPT pour pouvoir justement amener ce festival, ce circuit professionnel de 2 semaines, de 3 semaines dans notre casino, dans notre ville. Est-ce que tu penses que le format peut changer du coup? Je ne sais pas si ça devient trop mécanique. Est-ce que tu penses qu'il y aura des formats qui seraient susceptibles d'attirer encore plus d'audience? Aujourd'hui, c'est déjà le cas, des formats qui attirent plus d'audience. Enfin, non, pas que le Hold'em. Le Texas Hold'em reste le poker. Et tu sais, des formes de poker, on en a plein. Le Texas Hold'em reste la forme la plus connue, la plus télévisée, la plus jouée. C'est mon jeu. C'est là que tu as le plus de suspense aussi, peut-être? Peut-être, ouais. C'est le jeu le plus qui a le plus d'histoire, je crois. C'est le jeu le plus. Il y a du bluff, il y a tout dans ce jeu. Tu vois, il y a les cartes communes que tu vois et c'est un jeu télévisuel en fait. Il y a des autres jeux de poker, des autres variantes où tu vois quasiment aucune carte commune. Du coup, c'est beaucoup plus chiant. C'est moins télévisuel. Moins télévisuel, moins intéressant, il y a moins une réflexion entre les joueurs par rapport aux cartes du milieu. Là, au Texas Hold'em, on est tous concentrés sur la carte qui arrive. Quand il y a des coin flips, c'est impressionnant. As-Roi contre 2 dames, on sait que c'est 50-50 à peu près ou 57 pour 2 dames. Mais on veut le voir comment il se déroule. On veut voir si le gars va toucher plutôt son As, son Roi, ou s'il va faire une carte miraculeuse à la dernière, ou s'il touche son Roi à la dernière. Tu vois, parce qu'un coin flip, ça reste ni plus ni moins qu'un 50-50. Sauf que la manière dont elle se déroule, il y en a plein. Tu vois, ça peut sortir que des petites cartes et bam, le Roi River. Et là, on fait oh, quelle malchance. Mais à la fin, c'était un lancer de pièces au final, tu vois, au départ. Au moment où les sous sont partis, les jetons sont partis. Des commentaires qui sont très folles. Et je pense que c'est une raison pour laquelle c'est télévisé. Mais aujourd'hui, il y a déjà des moments où c'est du short deck qui est télévisé. C'est un jeu de poker où il n'y a pas les petites cartes. Donc en fait, je crois que c'est que 32 cartes. Tu vois, je connais même pas les règles. 32, 52. 32, le short deck. Et donc, on joue que avec des figures quasiment. 7, Peut-être à partir de 7 ou 8. Je sais plus si c'est pas les couleurs qui battent les foules ou quelque chose comme ça, parce que c'est plus rare de faire une couleur. En Angleterre, tu as le jeu de Bragg aussi à une époque. C'était très. Je sais pas si tu as vu Arnaque, Crime et Botanique. C'était un film de Guy Ritchie. Tu as Snatch. De nom, ouais, il est connu. Et Snatch aussi, je l'ai vu Snatch. Dans Arnaque, Crime et Botanique, en fait, ce qui vient juste avant Snatch et qui était le premier film de Guy Ritchie, qui a été lancé par Tom Cruise et tout. Enfin, c'est Tom Cruise qui a dit faut sortir ce film. Personne voulait le sortir. Et ça a lancé la carrière de Jason Statham. Parce qu'à l'époque, en plus, il vendait vraiment des bracelets volés. Et dans le film, il commence en te faisant une scène où il vend des bracelets volés. En fait, il n'a pas improvisé. Il faisait vraiment ça dans la vie. Et donc, tu as le jeu de Bragg, qui est le poker anglais, où la plus. Parce que c'est 3 cartes. Donc, évidemment, le brelan. Et tu vois, tu disais que dans le poker, ça se concentre souvent sur le brelan. Je pense que 80% des. Même top pair, hein, juste top pair, avoir la meilleure paire du board, c'est déjà énorme. C'est déjà 80% des mains. Et, de ce que tu gagnes au poker à faire top pair et essayer de te faire payer. C'est ça. Donc voilà, dans le jeu de Bragg, c'est t'as que 3 cartes, donc une paire vaut encore plus cher évidemment, et t'as qu'un brelan derrière. Mais voilà, tous ces sujets-là, psychologie, tactique, mais là je voulais parler un peu d'anecdotes personnelles aussi, puisque après tout, Yo voulait que je parle de mon rapport au poker. Il y a un moment, alors j'ai vécu en Ukraine pendant un an. Kiev est ma ville préférée en fait, c'est vraiment une ville fascinante, c'est le nouveau Berlin, très libéré, etc. D'ailleurs tu vas y aller bientôt, j'espère que tu vas vraiment kiffer. J'ai trop hâte. Moi j'ai un petit critère personnel pour les villes que j'aime, et là on est typiquement sur une ville que j'aime. Les villes que j'aime, il faut qu'elles aient un embarcadère et un belvédère. Vous allez dire putain c'est vachement pédant, mais en fait c'est un belvédère, il faut une belle vue. Il faut qu'il y ait des endroits dans la ville où il y a des belles vues, et un embarcadère parce que j'aime bien le côté exotique, en mode c'est une ville qui voyage, etc. Donc tu vois, ça donne San Francisco. Tu as une zone qui s'appelle Embarcadero, donc typiquement, puis tu as les belvédères à San Francisco évidemment. Kiev, j'adore aussi parce que c'était vraiment une zone portuaire sur le Dnipro avec des commerces et tout, puis c'est une ville chargée d'histoire. Et puis bien sûr, il y a des belvédères, des vues incroyables. Et Kiev, j'ai kiffé. Alors à Kiev, il y a un gars qui avait essayé de m'entraîner dans un poker à l'époque où j'étais vraiment pas bon. Je dis pas que je suis bon maintenant, je le suis absolument pas, mais là vraiment je débutais. Et le gars, je peux le citer, je peux dire qui c'est un type remarquable, il s'appelle Dan Rapaport. Je l'ai rencontré dans ma résidence à Kiev. Le mec, c'est un ancien oligarque. Alors, faut que je te donne toute l'histoire. Le mec est ancien oligarque russe. Il a vendu sa baraque de Washington à Ivanka Trump. Donc le gars, il venait de vendre, il avait eu des revers financiers, divorce, machin. Il devait vendre sa baraque à Washington. Il vend sa baraque à Ivanka Trump alors qu'il est totalement anti-Trump, ce mec, il le déteste. Et Dan Rapaport, il est agent d'Interpol à part ça. Donc le gars, il te donnait des renseignements à Interpol sur les fraudeurs fiscaux russes et autres. Il déteste Poutine, alors tu peux être sûr de ça. Et je le rencontre dans la salle de sport de ma résidence, on tape la discute. Le type avait une collection de flingues chez lui. C'était un malade, il avait des casques et tout, des trucs. Et il s'amusait à viser dans la cour. Des fois, à côté, tu as la présidence quand même. Hein. Notre tour donnait sur le palais présidentiel. Okay. Et le gars s'amusait, il dit « Oh, t'inquiète, ils me connaissent ». Il s'amusait à viser comme ça avec un de ses fusils de précision.
non chargé évidemment, mais je veux dire, le type qui fait la sécurité du président, il doit pas être super joyeux de savoir ça, mais bref, le gars était un cow-boy absolu. Absolu. Tatouage de partout, donc ancien patron de bars, de plein de clubs à Moscou, etc. Et évidemment, à un moment donné, il veut m'entraîner dans un poker. Or, tu connais la règle, tu l'as rappelé sur ma chaîne, mais on va la rappeler. Si tu sais pas qui est le fiche à la table, c'est qu'il y a des chances que ça soit toi. c'est que c'est certainement toi, effectivement. Alors le gars, il arrive, il me dit, bon, il y a des gars que tu connais pas, tous la quarantaine, cinquantaine, ils veulent faire un poker. Bon, je connais pas leur niveau ni rien, évidemment en cash, hein. Pas de souci. Vous imaginez bien qu'il n'y aurait pas eu de changement de croupier, de toutes les règles qui vous permettent d'avoir un peu une certaine assurance, qu'il n'y aura pas de triche. Là, a priori, il n'y aura pas de changement de jeu, il n'y aura pas de changement de croupier ni rien. J'ai totalement refusé, direct, d'aller à ce poker parce que je savais très bien qu'il y avait marqué pigeon ici si j'y allais. Restait très bons potes, on continuait à bouffer des pizzas ensemble et à discuter politique et géopolitique très régulièrement. Mais fondamentalement, première leçon, savoir quand ne pas jouer. Ça, ouais. Peut-être que c'est voilà. Alors toi, évidemment, ça t'arrive plus. Je pense qu'il n'y a plus des moments où tu te dis là, faut pas que je joue parce que comme t'es professionnel. Non, non, attends, il faut pas croire que tu te fiches de quelqu'un. Non, bien sûr. Moi, je peux pas être le fils de quelqu'un. Ah, si. Bah, comment tu peux être le fils de quelqu'un? Moi, je joue avec les meilleurs du monde. Donc déjà, premièrement, si tu me mets une table avec les meilleurs du monde, je vais être le fiche. Donc, oui, ils peuvent être aussi. Enfin, il y a une chance qu'ils soient affiche pour toi aussi, normalement. Non. En gros, je suis sans doute dans les meilleurs français peut-être, mais c'est pas la question. C'est qu'en fait, je me retrouve à la table des meilleurs du monde. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, ils sont meilleurs que moi. Donc c'est pas. Voilà, je suis très honnête avec moi-même, très honnête avec mon niveau. Mais les tournois que je joue, où il y a les meilleurs du monde, il y a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas joueurs de poker, qui sont juste riches. Voilà. Il y a aussi des joueurs de poker professionnels qui sont moins bons que moi. Et donc, je me fais partie, sans doute, d'un niveau de jeu qui se respecte et qui peuvent rivaliser sur des joueurs. Alors, on va dire comme ça, la probabilité que tu sois fiche est basse. Très basse. Voilà. Si mais ça peut arriver et je saurais refuser la partie. Alors ça, c'est vachement intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que tu me sortes une réponse comme ça. Tu vois. Je me disais, quand tu es pro, tu peux plus. D'abord, tu peux plus te permettre vraiment de refuser. Non, il y a plein de niveaux différents entre les pros. Ouais, tu sais, il y a le pro qui gagne 1500 € par mois. Pro, quoi. Ouais, je sais, mais attends, c'est comme au tennis. Tu prends les meilleurs Français au tennis, c'est pas les meilleurs du monde non plus. Ils sont fumés. Nous, en poker, on va être honnête, on n'est pas les meilleurs du monde du tout. Les meilleurs, ils sont où maintenant? Ils sont américains, ils sont chinois? Ouais, ils sont américains, ils sont allemands, ils sont un peu de partout. Si tu veux, il y a beaucoup d'Américains, mais il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup de pays de l'Est, de Russes, Croates, Roumains. Enfin, en fait, il n'y a pas une nation qui sort plus de l'ordinaire. Je dirais que les Allemands sont sortis pendant longtemps de l'ordinaire, sont toujours plutôt forts. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que les Américains ont bien rattrapé le niveau de jeu aussi. Après, ils sont tellement nombreux aussi, les Américains, qu'overall, c'est normal qu'il y ait des gens qui se détachent. Il y a vraiment un mur entre l'Asie et l'Occident, apparemment. Parce que en Asie, le poker n'est pas assez développé. Non, mais le poker n'est pas assez développé de manière générale. C'est quoi le jeu qu'ils préfèrent? Parce que je sais que, tu sais, en Chine, ils jouent beaucoup Punto Banco. Plutôt à quoi? Punto Banco. Punto Banco, c'est un jeu comme le Baccarat, il me semble. D'accord, Baccarat chemin de fer, ok, c'est James Bond, quoi. Ils jouent à ces jeux-là, ouais. C'est des jeux de chance, c'est des jeux de coin flip, mais banque ou joueur. Pour le Baccarat, il faut vraiment connaître les stats comme un malade. Oui, mais c'est des jeux perdants. C'est que des jeux perdants contre le casino, mais il me semble que le baccarat, c'est des jeux peut-être moins perdants que la roulette, mais c'est reste des jeux perdants quand même. Alors je suis quasiment sûr que le baccarat est moins perdant que la roulette. Oui, mais c'est peut-être moins, au lieu d'être moins 2,7, c'est moins 0,5 ou 1 quand tu joues parfaitement. Comme le blackjack, le blackjack d'ailleurs, je crois que c'est que moins 1 ou moins 2 si tu joues parfaitement. Sauf si tu comptes les cartes. Ah oui, alors là, mais là c'est interdit. Alors, comme tu le sais, il y a des pokers où c'est pas, il y a des casinos où c'est pas interdit. Mais ils vont te virer à un moment. Mais ils vont te virer, exactement. Si jamais tu, non seulement ils vont te virer, mais en plus tu vas être blacklisté, mais en plus ils auront ta photo, etc. Mais dans les casinos européens, tu as moins de chances de te faire serrer. Donc compter au blackjack, il y a tout un tas de techniques. Il y a un excellent film qui en parle, qui est tiré d'une histoire vraie, Las Vegas 21. Tu l'as vu, c'est une histoire vraie. C'était un professeur du MIT qui avait vraiment entraîné ses élèves à compter les cartes au blackjack, ce qui est vraiment super simple. Il faut qu'il y ait un gars, alors le vrai compte, il faut qu'il y ait un type qui soit à côté, qui perde. Et qui regarde un petit peu comment le jeu avance. Qui joue à blanc, quoi. Voilà, qui joue pendant qu'on ne sait pas si le deck est chaud ou pas. Quoi. Exactement. Voilà. Et donc, quand le deck est chaud, il balance un mot-clé du genre, par exemple en anglais américain, quand on a 16 ans sans avoir embrassé quelqu'un, on dit qu'on a Sweet 16.
Donc si on dit sweet, ça veut dire 16. Voilà, c'est des trucs d'association. Donc 16, ça veut dire la valeur du deck à ce moment-là, qui vous permet d'avoir une idée, une information supplémentaire sur votre probabilité de gagner, qui fait qu'à ce moment-là, on augmente les mises. Donc en fait, c'est là où ils se font repérer aussi, c'est que c'est clair. comme par hasard, un mec qui jouait 50 balles par coup se met à jouer 300 balles par coup. Normalement non, du coup, c'est ça le truc, c'est que le mec. C'est d'autres gens qui arrivent normalement. Voilà, mais je sais que les compteurs de cartes n'ont jamais cette discipline. Ils n'ont pas assez de joueurs avec eux, parce qu'en fait, il faut plusieurs personnes, etc. Souvent, c'est la même personne qui fait tout. Et quand c'est la même personne qui compte les cartes et qui se met à jouer plus cher pendant une période, à la fin, c'est grillé. Et surtout que s'il gagne sur 10 sessions, voilà. Justement, le truc, c'est que le vrai prof du MIT, là, il avait compris qu'il fallait un gars qui passe pour un flambeur, qui va occuper une suite ou un étage complet. Ils faisaient toute la panoplie, ils avaient toute la panoplie du scénario crédible. À la vérité, si je mens. Exactement. Comment, qu'est-ce que j'apprends 300 000. Non, il fallait pas dire 300 000. Il a dit les fous et tout. Exactement. On s'en va. C'est vraiment ça. Et donc, bon, après, tu sais, pour le baccarat, la petite histoire aussi, c'est que, bon, tu sais, le premier épisode de James Bond, c'est Casino Royale, c'est le reboot avec Daniel Craig, mais c'était dans les romans de Ian Fleming. Et en fait, ça vient du fait que Ian Fleming, il était espion, l'auteur de James Bond, et il a vu au Portugal un jour un espion qui bossait pour le MI6 qui s'appelait Duško Popov, qui était un des plus grands espions de tous les temps. Bon, loin en dessous, Richard Sorge, qui est Sorge, c'est un de mes héros, tu vois, c'est le plus grand espion sur Terre, ce mec. D'accord. Personne n'a été Sorge, il a juste gagné la Seconde Guerre mondiale à lui tout seul. Je vous encourage à regarder qui est Richard Sorge, c'est un truc de malade. Mais donc, Ian Fleming voit un jour Duško Popov, industriel et espion qui bossait pour le MI6, jouer tout l'argent que lui avait donné le Royaume-Uni sur une main au baccarat, sur une mise au baccarat, pour faire chier un nazi en fait qui l'avait emmerdé. Ouais. Juste en mode fuck you, tu vois. Et s'il l'avait perdu, il se faisait buter. On était à une époque où le Royaume-Uni était au ticket de rationnement et tout, il bouffait des patates. T'imagines bien que si le type avait perdu l'argent qu'on lui avait donné, il se prenait une balle dans la tête le lendemain, tu vois. Le gars, fuck, il était en mode rien que pour faire fermer sa gueule aux nazis qui étaient là. Je joue toute ma main au baccarat. C'est ce qui fait que James Bond joue au baccarat pour la petite histoire dans les romans. Ouais. Ton expérience de poker, c'est pas arrêté simplement à cette partie proposée. Tu avais déjà joué. J'avais déjà joué, mais là, en fait, j'avais même alors, pour ceux qui ne connaissent pas Idriss, on va faire les choses dans l'ordre. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Idriss, comment on pourrait te décrire? Tu es quelqu'un qui a plusieurs gros diplômes. Ouais, j'ai 3 doctorats en fait. Alors, c'est doctorat, moi je connais rien. Donc, t'inquiète. C'est bien doctorat. Si c'était à refaire, je l'aurais jamais fait. Doctorat, c'est mieux qu'un Doug, c'est ça? Ouais. J'ai un Doug aussi. Okay. T'as le BEP aussi, moi je connais ça. J'ai raté mon BAFA, mec, dis-toi. Ah, j'ai le BAFA. Yes, je bats Idriss Aberkan au BAFA. J'ai mon BAFA, les gars. J'ai raté mon BAFA, comme une grosse brêle. Je peux pas te dire pourquoi, mais je sais vraiment. À l'étape 1, ce qui est impossible. Ah, mais ce qui est assez magnifique. Non, vas-y, des doctorats. Donc, des doctorats de quoi? Alors, j'ai un doctorat de géopolitique, un doctorat de littérature comparée et un doctorat de l'école polytechnique en sciences cognitives et en sciences de gestion. Bon, mais honnêtement, tout ça, c'est pas important dans le sens où si c'était à refaire, je l'aurais pas refait. Ok. T'aurais appris différemment les choses ou plus rapidement? Mais oui, on est à une époque où il faut être autodidacte, etc. Je te reconnais que, en plus, les gens se sont dit putain, il peut pas avoir 3 doctorats, c'est pas possible, donc c'est forcément défaut, etc. Si tu veux, fondamentalement, ça m'a servi à rien d'avoir fait 3 doctorats. Mais j'écris des bouquins, je suis conférencier, donc je forme des entreprises, je forme des chefs d'entreprise. Ça, c'est mon métier. Je suis consultant, essayiste et conférencier, donc je fais des keynotes. J'ai donné plus de 600 keynotes dans le monde pour différentes boîtes comme A.T. Kearney, Boston Consulting Group, PwC, KPMG, EY, des boîtes comme ça, ou Total, etc. Et donc je les forme sur le développement durable. Mon vrai métier, en fait, c'est ça. Mais j'aime l'interdisciplinarité, donc j'aime bien toucher à tout. J'ai sorti un bouquin de poésie cette année qui s'est bien vendu d'ailleurs. Je sors mon prochain bouquin à la rentrée sur l'intelligence artificielle et mon bouquin donc Libérez votre cerveau a été traduit en 9 langues dont chinois, japonais, coréen et russe et il s'est très bien vendu. Mais encore une fois, tout ça c'est pas tellement le truc ouf et intéressant. Je m'intéressais comme je te disais aux jeux etc. et au poker en particulier mais aux jeux de stratégie en général parce que je voulais essayer de comprendre dans l'éducation pourquoi tu avais des gens qui devenaient très très bons sans avoir forcément de diplôme. Bon, c'est pas ton cas mais t'avais des gars qui étaient carrément en échec scolaire, je te dis, qui n'ont jamais eu le bac, qui devenaient joueurs professionnels, par exemple de StarCraft ou autre. Évidemment, le côté probabilité mélangée à la psycho, je trouvais ça super intéressant, puisque au poker, t'as vraiment cette espèce de concentration de tous les biais humains, la peur de l'aversion aux pertes, l'ego, typiquement l'ego qui est ton pire ennemi au poker, et qui est le pire ennemi en fait de n'importe quel humain dans n'importe quelle situation. Tu vois, c'est assez marrant de pouvoir faire dialoguer Socrate et Ivy, de les mettre dans la même pièce, mais fondamentalement c'est ça, le poker, tu es obligé de te connaître toi-même. Donc moi c'est comme ça que j'ai appris, j'ai jamais atteint un niveau particulièrement important. Tu jouais quoi, au casino, online? Non, t'es ouf, même pas. Des amis? Ouais, des amis, c'est tout. Comme ça, le vendredi soir quoi. Voilà, exactement. À l'époque où c'était un peu la mode quoi. C'est ça.
soit avec des jetons en argile, soit avec du cash, tu vois, mais je suis jamais allé plus loin. Ouais. Donc en skin in the game, j'ai jamais dû avoir plus de 1000 balles, tu vois. Ok. J'ai jamais fait de gros steaks comme toi, donc c'est vraiment, tu vois, je m'en veux de te décevoir. À ce Non, niveau-là. mais le fait que tu connaisses, Mais, le fait que tu t'y intéresses, etc., c'est déjà. Moi, je savais pas à la base. Et Quand c'est- on voit tes vidéos, on peut pas savoir que tu t'intéresses au Oui, poker. parce que je Mais veux on pas- se doute que tu peux apprécier, quoi. Mais c'est juste Ouais. parce que je voulais pas entraîner forcément ma communauté là-dessus, même si là, finalement, tu vois, j'ai voulu prendre le parti de faire une vidéo dédiée à ça. D'ailleurs, sur merci ma de me chaîne. recevoir. Et c'est quand même un pari, Non, puisqu'il reçoit un mec qui est joueur de poker. Donc, c'est pas. Oui, voilà, mais- sur un truc qui est très sérieux. Sa chaîne, c'est quand même assez sérieux. Tout en apprenant, on s'amuse quand même. t'es adorable. Le seul moment où j'arrive à apprendre des choses, moi, j'aime pas lire des livres en vrai, à part les livres de tous les poker que bouquins j'avais que lu à t'as, de quoi l'époque. tu parles. De l'époque, ouais, de poker. Au début, quand je commençais, parce que j'avais pas le choix, je me disais c'était le seul moyen de se former. Et quand j'ai compris qu'il y avait mieux, j'ai arrêté les livres. Mais si vous voulez, moi j'aime pas trop lire, c'est trop long. Même si j'ai fait un bac L et que je l'ai eu avec mention bien, j'étais fier. Mais ça sert à rien parce que je n'ai pas réussi à développer cette compétence de continuer à capitaliser sur la lecture. Parce que je sais que la lecture c'est important. Le bac L, il Ouais. peut te dégoûter. Moi, par exemple, mon bac de français, je me rappelle que Ouais. d'un livre que j'ai lu, il y en a au moins 35 au programme. Je me rappelle que. Ah, il d'un m'avait fait aimer livre- lire, moi. Il m'avait fait aimer lire, mais ça n'a pas duré parce qu'après, on est dans une génération où la lecture c'est perdu. Tu es d'accord? Bah, Et voilà, du coup, t'es tout le temps stimulé. et tout. le moyen que j'ai trouvé, moi, c'est YouTube. Le problème de YouTube, c'est que tu peux très vite te perdre. Et en fait, ce que j'aime bien chez Idriss, c'est que c'est l'endroit où je me perds pas. Parce que j'apprends, peu importe la vidéo que je vais regarder chez lui, je vais apprendre plein de choses. Pas une chose, mais plein de choses. Et donc, du coup, je me nourris gratuitement parce que c'est gratuit. Et du coup, rapidement, parce que c'est une vidéo. C'est pas un livre, c'est voilà. Donc en fait, c'est ma manière de m'éduquer aujourd'hui. Moi, ça a été YouTube. Et toi, ta chaîne a été une grosse source d'éducation. Encore, donc du coup, elle existe depuis seulement 2 ans. Non, un an même, je l'ai Un créé an. pendant le confinement en fait. Et tu vois, et j'ai 32, Avant, donc je m'éduque à 31 grâce à ta chaîne en partie. Donc, et franchement, on s'éduque vraiment. Après, il a aussi des formations si vous voulez aller plus loin, où là, c'est vraiment des thèmes. Hein, Ouais, c'est ça. c'est pour les pros, c'est pour effectivement. Oui, ouais. non pas pour les pros, c'est c'est pour les vite, gens qui veulent C'est progresser. pour les gens qui le progressent. Ouais, un grand public peut totalement adhérer à tes formations, on va comprendre ce qui se passe. Moi, si je souscris à une formation, laquelle d'ailleurs, pour un mec comme moi, par rapport à ce que tu sais, ce que j'aime, laquelle je devrais regarder? Peut-être que toi, ça serait le trading qui t'intéresserait. J'hésiterais. T'as une formation entre- trading, Ouais, qui sort bientôt. Alors, dans les formations qui sont déjà Ouais. sorties, tu as notamment l'histoire de la Silicon Valley, Ouais. parce que j'enseignais ça. Donc, j'étais prof d'économie de la connaissance pour Mazars. Ils faisaient Ouais. des learning expeditions pour des chefs d'entreprise, des grands Ouais. patrons du CAC. Et je leur faisais l'histoire de la Silicon Valley. C'est un des trucs que j'ai enseigné. Et tu apprends plein de trucs. On parlait dans la vidéo qu'on sort sur ma chaîne de Bill Gates et qui a fréquenté la Silicon Valley à une époque, et de comment il était joueur de poker et comment ça a joué un rôle énorme dans sa psychologie. J'enseigne ça dans ce cours. Mais on a fait aussi un cours sur l'histoire de la boxe poids lourd. Et c'est intéressant parce que l'histoire de la boxe poids lourd, ça révèle un peu les mêmes choses que tu révèles au poker. Tu as un côté ring au poker, c'est-à-dire que le fait de confronter des gens, le fait qu'ils puissent perdre, qu'ils puissent se faire humilier, etc., révèle des travers psychologiques, révèle des faiblesses. Et en fait, dans la préparation mentale des boxeurs poids lourds, tu vois la même chose. Quand tu regardes, tu vois, on parlait aussi du fait que tu as certaines personnes, quand elles deviennent riches, qui se mettent à péter les plombs. C'était le cas de Mike Tyson. Ça avait été le cas aussi de Jack Dempsey, qui était un des plus grands boxeurs de tous les temps. Et Jack Dempsey, il a commencé, c'est une histoire de fou, il a commencé clodo. Littéralement, il embarquait sur les trains, dans les wagons à bétail, ou tu sais, dans les limite près des rails et tout, des méthodes pour voyager clandestinement. Et il boxait à main nue dans des camps de clodo pour gagner sa vie, pour pouvoir manger, quoi. Et le mec est devenu multimillionnaire, et à Hollywood, etc., en ayant le premier combat à $1 million de l'histoire de la boxe. Et c'était un type inarrêtable. Puis ensuite, il s'est embourgeoisé. Ensuite, comme disait un fameux entraîneur, c'est très dur de te lever à 5h du mat en pyjama en soie, tu vois. Et il a perdu ses combats. Donc, tu as plein de, comment dire, d'invariants psychologiques, de bases psychologiques qui ont trait à tous les métiers, à tous les domaines, que tu retrouves concentrés dans tous ces jeux, ces sports où la compétition est exacerbée, comme le poker, comme la boxe. Donc peut-être que ce cours-là, il t'intéresserait. Ok. Et donc là, on voulait parler de jeux en général, parce qu'après tout, tu es un gamer. Moi, ça m'a complètement éclaté de voir que tu jouais à César 3 ou que tu jouais à Age of Empires. Pharaon, J'ai pas joué à Pharaon. Les Moi, jeux vidéo de 60. Quelle console toi alors, 64, Ouais. bien sûr. Perfect j'ai- Dark. Ouais, putain, Perfect Dark. Alors, mais alors, mec. Alors, le Perfect meilleur Dark, jeu de on peut- 64. recheck-moi, parce que Perfect Dark, on peut en parler pendant. Tu connais l'histoire. Enfin, c'était d'abord, tu avais GoldenEye. Bah oui. Voilà, donc tu Et as après, on a joué GoldenEye avec Perfect des studios Rare, en fait, et les studios Rare sont devenus très riches avec GoldenEye, et donc ils ont sorti Perfect Dark derrière. Ils ont récupéré d'ailleurs le moteur de jeu. Enfin, il y avait une IA, tu pouvais mettre une IA, tu pouvais jouer multijoueur. Ouais. Beaucoup mieux que GoldenEye parce qu'en fait, Tu te quand rappelles on le était deux. Farsight Gun, cette saloperie qui passait à travers les murs. Ouais. Rappelle de ça. Et tu avais le Callisto aussi, là. Le truc extraterrestre où quand tu le rechargeais, c'était une sorte de boule de matière. Là, c'est ça. Et putain,
Ça, c'était le Reaper. Tu me rappelles des souvenirs de fou là, parce Ah, mais que Perfect Johanna Dark. Combat, elle s'appelait là. Ouais, c'est ça. Et quand tu jouais à deux, tu pouvais mettre plein de bots. Ouais. Et ça existait qu'après dans les jeux vidéo de PC. Sur la première fois sur console, parce que sur GoldenEye, tu pouvais pas mettre de bots, il me semble. C'était que entre toi. Non, non, en multijoueur, c'était que toi et tes potes. Tu pouvais pas mettre de bots, t'as Donc raison. si tu n'avais pas 4 potes à faire venir, 3 potes à faire venir à la maison avec les 4 manettes, En plus, il c'est fallait avec les le 4 truc, manettes. genre regarde pas mon écran et tout, etc. Tu connais. Exactement, regarde pas mon écran parce qu'ils sont splittés sur le même écran. Donc tu peux voir ces mecs. C'était incroyable. Mais Johanna Combat, en fait, enfin le Perfect Dark, tu étais juste toi et un pote, ce qui est le scénario le plus probable quand tu es jeune et que tu es chez quelqu'un. Il n'y a pas la place pour mettre 4 personnes ou 4 manettes. Je m'attendais Et pas. ben je lançais 8 bots. Je lançais 8 bots et on était nous contre 8 bots. Tu vois. Ouais. Et là, il fallait faire des kills. On était en coopération. On n'avait pas besoin du truc de regarde pas mon écran. Ouais. On était ensemble. T'es où? Machin. Viens, on les nique là-bas. Et ça, c'est Johanna Combat. Bon, bref, Perfect Dark. Quelle autre console? Laquelle avec laquelle tu as commencé? C'est Mega Drive? En fait, alors moi, au début, j'avais pas de quoi me payer une console, évidemment. Ok. Ensuite, j'ai bossé, j'avais fait des jobs d'été, tu sais, genre castrer les maïs, etc. Ok. Donc, quand j'avais 14 ans, je suis Attends, t'es de allé, quelle année, toi? moi, je suis de 86. Donc, 89, moi. t'es plus jeune que moi. Ok. Et donc, en Auvergne, j'étais allé castrer les maïs. Ça m'avait fait un peu d'argent. C'était en francs à l'époque. Bon, en plus, t'étais méga mal payé. Quand t'as moins de 18 ans, t'es mal payé. Quand t'as moins de 16 ans, t'es encore plus mal payé. Mais c'était une expérience super. Je me rappellerai toujours du mec. C'était un agriculteur qui s'appelait le père Abrial. Et il nous servait du sirop de menthe à la fin des. Tu vois, tu faisais toute ta rangée de maïs, les trucs qui font 2,50 m. Tu dois aller bon. Et à la fin, il nous servait un sirop de menthe frais. Il était pas obligé, mais il le faisait. Méga souvenir proustien dans ma tête de tout ça. Et avec cet argent, je me suis acheté à l'époque une Super Nintendo. Voilà. Ah ouais. Donc la Super Nintendo, c'est ma première console. Donc Secret of Mana, je t'en ai parlé, les RPG, tu vois. Tu regardes la chaîne. Final Fantasy. Alors Final Fantasy, ça c'est sur. Genre PlayStation. Alors, Final Fantasy 6, c'est sur Super Nintendo. C'est Ah un des meilleurs Final Fantasy d'ailleurs. Final Fantasy 6. Tout le monde dit que le 7 c'est incroyable aussi, non? Alors, le 7, il a moins bien vieilli honnêtement, tu vois, pour les jeunes qui nous regardent et tout, parce que la 3D vieillit moins bien. En fait. Donc, le Final Fantasy 6, il a beaucoup mieux vieilli au final. Ouais, les musiques sont extraordinaires, c'était vraiment un chef-d'œuvre. Tu sais, l'histoire de Final Fantasy, c'est un truc de fou d'une façon générale, même sur le plan entrepreneurial. C'était des gars au Japon, dans les années 80, ils se sont dit, on va faire un Donjons et Dragons sur console. Enfin, sur ordinateur. Tu jouais à ces jeux de rôle là? Alors, papier avec le bouquin de règles là. Moi, j'ai joué, alors putain, j'ai joué à aussi. Donjons et À Dragons, bien Cops. sûr. J'ai joué, moi, à Cyberpunk. Vampire. Vampire, ouais, j'ai joué à Vampire, putain, ah là là, mais j'ai même Warhammer, oublié le jeu de rôle. Non, ça, j'ai jamais joué à Warhammer. plus. Par contre, j'ai joué à. Vampire, je jouais. J'ai joué à. Donjons et Putain. Dragons. Ouais, mais un autre. Attends, j'essaie de me rappeler. Des cops avec les flics. C'était avec Magna Veritas. Ok. Magna Veritas, démon et ange et démon. Et un autre dont j'ai oublié le nom. Et tu faisais mettre du jeu ou tu Cyberpunk. faisais, J'ai fait t'as fait les deux. MJ, mais tu sais, tout le problème c'était réunir tes potes, tu vois, au bout d'un moment. Putain, j'avais des potes, on les appelait les chevaliers à l'école. Ils jouaient à ça. Ah, mais Moi, de c'est temps en temps, énorme. j'allais avec eux quand même. Tu sais Parce que que ça c'est a marrant. formé toute une génération même d'écrivains et tout. T'as un écrivain qui me parle. Développer ton imagination, c'est super comme Ouais, jeu. ouais, absolument. Ouais. Enfin voilà, c'était à l'époque, ils te disaient mon Dieu, ça créera des sectes et tout. C'était assez marrant de voir ce que les médias disaient sur ça. Oui, bah oui, forcément. Mais donc, Dès que tu c'est vois, nouveau. Voilà. Mais D'abord, c'était la phrase de Schopenhauer. voilà, d'abord c'est ridicule. J'arrête ensuite, pas de c'est la reprendre, mais dangereux. c'est vrai, d'abord c'est ridicule, ensuite on s'y oppose violemment, et ensuite c'est accepté comme ayant été une évidence. Ouais, toutes les vérités passent par ces trois étapes, effectivement. Donc, dans Final Fantasy, l'histoire, c'est qu'ils voulaient faire des jeux de rôle qui puissent tourner sur PC, mais à l'époque, tu vois, les premiers ordinateurs, dans les années 80, ordinateurs personnels, ils n'avaient pas le niveau. Et donc, ils ont failli faire faillite. En fait, ils étaient à 2 doigts de la faillite, les mecs étaient surendettés et tout. Et ils se sont dit, bon, on a de quoi, soit on paye nos créanciers, soit, donc on dépose le bilan, bien sûr, on ferme la boîte, soit on fait un dernier jeu, genre Baroud d'honneur, on fait un dernier truc. Et ils se sont dit, bon, bah, on va l'appeler la Fantasy Finale. Donc, le premier Final Fantasy s'appelle Final Fantasy parce que c'était, on va crever. Alors autant crever en Le faisant ce numéro qu'on a. 1, le tout premier. Ouais, le tout Quelle premier. console Je pense qu'il a dû sortir sur NES, mais je suis même pas sûr. Peut-être qu'il est sorti au départ sur des PC, genre Amiga, Commodore 64, tu vois. Faudrait que je vérifie. Mais donc tu vois, ils se sont dit autant crever en faisant ce qu'on aime. C'est ce que dira d'ailleurs Steve Jobs en 97, 98 quand il dira allez, on fait un iPod. Tu vois, ils sont t'es fou, on n'a pas d'argent. Ah, on fait un iPod, j'adore la musique, autant crever en faisant ce qu'on aime. Et donc ça a marché. Il était buggé et tout, mais ça a marché. Ouais, j'avais l'iPod. Et au final, ils vont en faire des Final Fantasy, ils vont en faire 14, 15, enfin plus que ça maintenant, tu sais, t'as le online, etc. Donc c'est une histoire de dingue Final Fantasy dans le sens où ils ont failli crever et c'est ce jeu qui les a sauvés. Donc t'avais le 7 sur la PlayStation, effectivement, j'ai joué. Et donc moi, j'avais commencé avec Secret of Mana et
Et Final Fantasy VI, tu as eu Chrono Trigger aussi, qui est un des meilleurs jeux de tous les temps. Maintenant, je joue à The Witcher 3, qui est vraiment un des meilleurs jeux de rôle. Ça, je te conseille, si un de ces quatre. Donc c'est un jeu de rôle papier? Non, The Witcher 3, c'est sur, console, sur PS. okay. Ouais, en fait, ça aussi, c'est une histoire de fou. C'est CD Projekt Red, c'était une boîte qui dealait des CD piratés dans les années 90. Okay. C'était des Polonais, en fait. À la sortie des lycées, ils vendaient des disques piratés de Windows 95. Okay. Et avec l'argent, ils ont créé une boîte qui s'appelle CD Projekt, du coup, parce que ça rappelle cette histoire, et ils faisaient des traductions de jeux américains, notamment Baldur's Gate, tout ça. Et un jour, un de leurs fournisseurs a fait faillite, et eux, ils étaient à deux doigts de mourir aussi. Ils se sont dit, bah fuck, on va essayer de faire notre propre jeu. Et ils ont adapté une série de romans polonais qui s'appelle The Witcher, Wijdziema, je crois, en polonais. Personne n'a dit, c'est fou, je veux dire, qui va faire un jeu à base d'un roman polonais, les gars? Bah, ils ont dit, ouais, mais nous, on adore ce roman, donc fuck it, on va le faire quand même. Et ils ont fait le Witcher 1 qui était très buggé, mais qui a bien marché. Et là, aujourd'hui, c'est eux qui sortent Cyberpunk, auquel joue même Elon Musk et tout. C'est une des meilleures sociétés de jeux vidéo au monde. C'est des Project Red. T'as Bob Lennon, il fait des millions de vues en jouant à leur jeu. Il a fait des séries sur Witcher 3 et il a fait des séries sur Cyberpunk. Donc des gars, à chaque fois, qui étaient à deux doigts de crever. Et parce que vraiment, tu vois, les mecs, leur boîte, elle allait faire faillite, quoi. Et maintenant, c'est une des plus grosses boîtes de toute la Pologne. En fait, ils sont tellement fiers de CD Projekt, les Polonais, que quand Barack Obama a visité la Pologne, ils lui ont filé comme cadeau diplomatique The Witcher 3. Donc dans les cadeaux diplomatiques de Barack Obama, tu avais The Witcher 3. Quoi. Donc franchement, si tu veux te faire un bête de jeu de rôle, joue à celui-là. Mais dans les jeux qu'on fait notre histoire, effectivement, toi et moi... Console, j'ai jamais non, mais c'est parce que si t'aimes les RTS, les consoles, c'est pas fait pour les RTS. Moi aussi, j'aime bien. Ou même sur console, j'aimais bien les FPS, quoi. Oui, mais les FPS, mais là, la console, c'est pratique pour les FPS. Mais par exemple, tu sais, tu as eu Alerte Rouge sur console. Je sais pas si tu as joué à Alerte Rouge. Je connais le nom, quoi, mais ça m'a jamais excité. Red Alert, en fait, c'était un des premiers... Alors, le tout premier vrai RTS, c'est Dune. Personne n'y a joué, mais c'est. De nom, ouais, je connais aussi. Ouais. Et donc, c'était tiré du roman de Frank Herbert et tout. Et ensuite, c'est le premier vrai RTS avant Age of Empires, alors? Ah ouais, c'est clairement avant Age of Empires. Age of Empires, en fait, c'est des élèves de Sid Meier, le mec qui a fait Civilisation. Il a formé plein de gens, ce gars-là, et il a formé des gens qui ont créé Age of Empires. Age of Empires, putain. Ça, c'est une légende. Un cheat code avec une voiture bazooka, là, tu te rappelles? Alors, j'ai pas joué assez, mais ouais, je jouais au Age of Empires 2 et je faisais les bases. Dans le 2, tu pouvais faire un cheat code, tu avais une voiture qui arrivait avec un bazooka. Donc, le type, il était là avec ses petits janissaires et tout, avec ses chameaux, là, puis tu lui amenais une voiture bazooka ou tu lui amenais des bateaux qui volaient, etc. Mais Flying Dutchman, tu avais des bateaux qui volaient. Et Pokémon sur Game Boy, est-ce que c'est considéré comme un jeu de rôle ou c'est considéré comme quoi? Parce que c'est un peu un jeu de rôle. Quand il est sorti, c'est considéré comme un jeu de rôle. Ça, j'aimais bien. Parce qu'en fait, c'était tiré, si tu veux, c'était tiré de la mécanique de jeu, justement, des Final Fantasy, des trucs comme ça. Avec t'as une team, et quand tu combats, tu choisis ton mec, t'as des attaques tour par tour. Alors écoute, ça j'ai accroché par contre. Ouais, peut-être j'étais plus grand public, il fallait que je m'accroche direct, il fallait que le marketing m'accroche direct peut-être. Et que Final Fantasy, il fallait pousser un peu sur l'histoire. T'avais le côté collection, en fait. Et le côté carte aussi. Et j'ai pas aimé Zelda aussi. Je sais pas, bon, c'est pas la même chose, Zelda. C'est un jeu de plateforme un peu, non, Zelda? Alors, le premier avait un aspect un peu plateforme, les tout premiers sur NES, etc. Mais après c'est devenu jeu de rôle alors? Rapidement, c'est devenu jeu de rôle. Mais le Zelda 64, c'est quoi comme format? Ça, c'est vraiment joué. Tout le monde y jouait, hein. Le Zelda 64, c'était la réponse de Nintendo à Final Fantasy. D'accord. Donc, tu as Final Fantasy VII qui a explosé le game, en fait, Final Fantasy VII. Voilà. Puis, tu as eu tout de suite le 8 après qui était vraiment excellent. Et donc, Zelda, c'était la réponse à ça. Parce que tu sais, Nintendo, ils voulaient avoir des jeux que sur leur plateforme. Ah oui, de toute façon, c'est leur personnage, leur jeu, leur humour, leur machin. Leur franchise, etc. Ça venait de leur business model dans les années 80, où pour faire un jeu, ne serait-ce que pour avoir un jeu sur une console Nintendo, il fallait que tu payes. Donc, c'était pour pouvoir sortir ton jeu sur telle ou telle console. Il fallait payer, mais beaucoup d'argent en avance. C'était très fermé. Nintendo, à une époque, Apple disait notre pire concurrent, c'est Nintendo. Dans les années 93-94, Apple disait bon, on risque de crever de toute façon, parce qu'ils étaient à deux doigts de la mort à l'époque, mais parmi les firmes qui peuvent nous tuer, il y a Nintendo. Tu vois. Wow. Donc aujourd'hui, évidemment, c'est Apple qui fait du mal à Nintendo, et c'est Nintendo qui vend ses jeux sur Apple maintenant, tu sais, Super Mario Run, etc. C'est une époque assez dingue, parce que même, tu sais, la PlayStation, elle a été tirée d'un échec, en fait. Je crois que c'était un partenariat avec Nintendo. Ils voulaient faire un projet, j'ai oublié comment il s'appelait, c'était une console avec CD. Voilà. Ils voulaient faire un projet de console avec CD, ça a donné d'ailleurs des Zelda tout foireux qui sont cités dans Joueur du Grenier comme les pires Zelda de l'histoire. Et puis à un moment donné, Sony s'est dit fuck it, on fait notre propre console. Et ils ont pris quelque chose comme 25% du marché du jeu vidéo direct, parce que
Le fait qu'il y ait des CD, ça permettait justement d'avoir des trucs piratés dessus, etc. Ça faisait que tout le monde voulait cette console parce qu'elle était ouverte. Ça a énormément contribué au succès de la PlayStation. Et nous, bah voilà, on a grandi. Je suis sûr que tu as joué, je sais pas, peut-être à Crash Bandicoot, à des trucs comme ça. Voilà, Crash Bandicoot, tu avais Crash Team Racing aussi, qui était la réponse de PlayStation. Je crois que j'ai plus grandi avec Nintendo quand même, mais j'ai joué au Play, mais Nintendo 64 quoi. Donc tu as joué à Super Mario 64. Ouais, mais j'ai pas adoré Mario 64, c'est ouf. J'étais très moi, ça a été la moi. révolution, putain. C'est vrai que Perfect Dark et GoldenEye, Perfect Dark, je vais te les citer mes jeux préférés. Mario Party. Ah, Mario Party. Tu te ramènes 3 potes avec des manettes. Smash Bros. Bah oui. Ouais, Smash Bros, c'est genre mon jeu préféré sur 64 avec Perfect Dark. Quoi. La batte de baseball. La batte de baseball, mais j'adorais même les Pokéballs. Je sais pas, il y avait un Pokémon qui sortait, qui t'aidait ou qui t'aidait pas. Parfois, Poids Sirène servait à rien. Smash Bros, je prenais Kirby. Putain, je prenais Kirby aussi. Ouais, allez, Team Kirby. On s'envolait et bam, la pierre. Exactement. Relou. Alors, c'est de loin mon personnage préféré, Kirby. En plus, quand tu te fais fumer avec Kirby en batte de baseball, tu vois, c'est vraiment l'humiliation. Autant quand t'as Link et tout, c'est ce que je faisais, j'aspirais les gars, tu les aspirais, tu les mettais dans ton ventre et au lieu de les ressortir, tu marchais. Et tu sautais dans le vide et tu les lâchais là et tu remontais toi. Ah, c'était trop bien. Ah, t'as dû faire rager tes potes quand tu Ouais, parce qu'en fait Kirby, je sais pas, il est un peu imbattable. J'ai l'impression quand t'es nul, enfin quand tout le monde est nul, enfin les pro gamers aujourd'hui, il y a des pro gamers de Smash Bros. Je sais pas si t'as déjà regardé sur Twitch. Si, maintenant. Bah là c'est impressionnant. Là je pense qu'ils rigolent de mes techniques, mais tu vois, nous on faisait les techniques de base, tu vois. Smash Bros, c'est pas Smash Bros 64, c'est les nouveaux maintenant où t'as beaucoup plus d'options et tout. Ouais, mais je pense que même à l'époque ils rigolaient de nos techniques. J'ai compris que la compétition en fait, un jour quand je crois que c'est la première fois que j'ai à FIFA aussi. Ces jeux-là, quand j'ai compris que les mecs ils étaient dans un autre monde, j'ai compris qu'en fait toutes nos techniques qui marchent avec nos potes, c'est comme au poker. Hein. Vos techniques qui marchent avec vos potes en général, bah c'est bien, ça marche avec vos potes. Mais après, si on veut vraiment passer à un autre niveau, là c'est plus du tout le même game. Quand vous voyez jouer à un pro de poker, c'est plus le même sur les game. tiers, etc. Parce que dans le choix des personnages, que ce soit sur Smash Bros, moi je jouais beaucoup à Soul Calibur, tu vois. Cervantes, c'est mon personnage préféré de très très loin. Avec les deux épées. Voilà, avec les deux épées, même l'histoire. Moi c'était Taki. Ah, Taki, bah, je crois que Taki, elle faisait des sauts de fou. Je crois que c'est un des pires match-up pour Cervantes. Aujourd'hui, je crois que le pire match-up, c'est Voldo, si ma mémoire est bonne. Voldo avec ces trucs-là. Ouais, le mec SM et tout, un peu chelou, insupportable. C'était un espèce de Yoshimitsu version un peu flippant, exactement. Mais tu sais, parce qu'en plus, ils avaient compris, même tu regardes le business model du truc, eux, leur but, c'était de faire des personnages pour chaque pays. Comme ça, chacun pouvait s'identifier, tu vois. Ça vient de Street Fighter, ça. Dans Street Fighter, ils font une chinoise, bon c'est que des caricatures, tu vois, genre Zangief, c'est Taras Bulba avec une coupe à la con qui est dans une aciérie parce que c'est un soviétique. L'américain, Guile, il a un flat top plus baraqué. C'est que des clichés, ouais. Ouais, c'est que des clichés, mais... Les meufs en général, ils les font très sexy. Bah, évidemment, ils vont faire que des meufs à gros boobs et tout pour que ça se vende. On appelle ça... Il y avait Taki. Ce qui paraît, c'est la fille de Cervantes, quoi. Il y a du sens, les cheveux gris, tout ça. C'est une des... Soul Blade, il y a eu sur version sur PlayStation. Le premier, voilà, c'est Soul Blade. Après, t'as eu Soul Calibur. J'ai joué à Soul Blade aussi. Où Cervantes était jouable que quand tu le débloquais à la fin. Mais tu vois, là, on parlait de Kirby. J'ai appris assez récemment, je le mets dans mes confs maintenant parce que j'aime bien ces histoires. En fait, Kirby, c'est un hommage, c'est le nom de l'avocat de Nintendo. Ah bon Nintendo a failli crever. Donc Nintendo, dans les années 80, tu sais, ils font Donkey Kong, parce qu'en fait, au départ, c'était Donkey Kong. D'accord. Super Mario. Au tout départ, Super Mario n'était pas un plombier, c'était un charpentier. Sur la notice, il y avait marqué que c'était un charpentier parce qu'il montait des échelles pour aller défoncer Donkey Kong et sauver la princesse. D'accord. Il n'y avait pas Bowser, tout ça. Et Donkey Kong, très rapidement, les mecs des studios de Hollywood, ils ont dit ça, c'est un rip-off, c'est King Kong, donc vous nous devez de l'argent. Et ils ont attaqué Nintendo en justice, puis genre vénère, des millions de dollars, en disant voilà, vous nous devez tant parce que vous avez vendu un jeu vidéo qui s'appelle Donkey Kong. Et l'avocat, qui à l'époque, la Nintendo Amérique, allait mourir. C'est genre, s'il perdait le procès, c'était terminé, il fermait boutique aux States. Il retournait au Japon et c'était fini. Et l'avocat qui a sauvé Nintendo, il s'appelait Kirby. Et il était chauve, il avait une tête un peu ronde, un peu vieux, rose. Et donc, ils ont nommé le personnage Kirby en son hommage. Ils lui ont demandé qu'est-ce que ça vous fait. Il dit j'ai jamais touché de royalties. Tu vas être content. Attends, Kirby, ça s'est vendu. Tous les jeux Kirby, ça a dû faire 200 millions d'exemplaires. Tu vois. Donc, et puis ils sont dans Smash Bros, dans tout quoi. Ouais, c'est un petit personnage marrant et tout ça. J'y jouais beaucoup à Kirby sur Game Boy comme ailleurs. Donc tu vois, les jeux. Alors, d'abord il y a le côté culturel, clairement. C'est des œuvres d'art maintenant. Tu sais que c'est un business qui pèse beaucoup plus lourd qu'Hollywood, les jeux vidéo maintenant. En termes de budget, tu prends un GTA. Avatar, ça a dû coûter 375 millions de dollars, je pense. Un GTA, c'est 600.
Donc, bon, pub comprise, mais voilà, 600, boum, pour faire ce qu'on appelle un triple A dans l'industrie du jeu vidéo. C'est en train de changer la donne parce que demain, tu auras des jeux éducatifs. Moi, je travaille là-dedans aussi, donc je sors un prototype de jeu éducatif à la rentrée. Ah, c'est pas un triple A, j'avais pas des centaines de millions de dollars à disposition, mais c'est un jeu de combat où en fait des personnages historiques s'affrontent en se lançant des phrases à la gueule. Donc tu sais, on s'est dit en fait, c'était dans ma thèse d'ailleurs, c'était au début un délire, mais toujours en étudiant les pro-gamers. Tu prends un vrai pro-gamer sur donc Soul Calibur 4, 5. Les pro-gamers aujourd'hui, ils maîtrisent un nombre de combos qui est énorme. Tu regardes la fiche des combos du personnage, elle a fait qu'augmenter. Surtout que maintenant, les manettes, elles ont les 2 gâchettes, elles ont 4 de chaque côté. Donc, par rapport aux premières manettes de Super NES où tu avais 2 pauvres boutons de chaque côté, maintenant, tu as encore plus de combos possibles. Et un mec qui est vraiment pro-gamer, il maîtrise tellement de combos qu'en fait, d'un point de vue purement cognitif, c'est comme s'il maîtrisait une langue. Alors, une petite langue, il n'y a pas 50 000 mots comme dans un dictionnaire, tu vois. Mais le nombre de combos qu'il maîtrise, c'est un peu comme s'il maîtrisait, disons, 1000 phrases, tu vois. Or, tu sais que quand tu veux apprendre une langue, ancienne, on te mettait le guide de conversation, là, où sont les toilettes s'il vous plaît, etc. Genre, tu veux apprendre le chinois, et voilà, quand j'ai vécu à Shanghai, alors, une des rares phrases dont je me rappelle, c'est où sont les toilettes s'il vous plaît en chinois, tu vois. Donc, on sait que après je me rappelle d'autres phrases qui servent complètement à rien. Genre si vous croisez une meuf, vous lui dites ni hen piao lian. Voilà, ça va vous faire une bonne phrase d'approche. Mais donc concrètement, c'est le Nicolas Dolto chinois. Yann, je t'en dédicace. Mais donc tu vois, le truc pour apprendre une langue, c'est que si tu avais par exemple, si tu avais le courage de lire tout un guide de conversation, tu pourrais te débrouiller dans un pays. Le truc, c'est que personne n'a envie dans l'avion, tu disais les livres, etc., c'est pareil, personne n'a envie de lire tout un guide Lonely Planet 2 fois, tu vois, personne fait ça. Sauf si tu es autiste, par exemple. D'ailleurs, il y a un gars qui est du spectre autiste, pour être champion de Scrabble, il a appris le dictionnaire français par cœur. Le mec, il parle pas un mot de français, il ne sait pas parler français, mais le mec a lu et appris par cœur le dictionnaire français. Incroyable. Pour pouvoir gagner la compétition de Scrabble. Le type est motivé. Et il l'a gagné. Et il l'a gagné. Et le pire, c'est qu'il est invaincu maintenant, quoi. Et à la base, il n'est pas français. Il ne sait pas, mais c'est même pas ça, il ne sait pas parler français. Il ne connaît pas la grammaire, il connaît et que les mots. contre des Français, le championnat là, c'est un championnat de Scrabble français qu'il a voulu gagner. Pour le gagner, il s'est dit, je vais apprendre. Comme quoi, tout est possible, hein, je veux dire. Voilà, tu parles même pas la langue et en fait, tu gagnes une compétition où il n'y a que des gens qui parlent la langue parce que tu apprends. Et donc, l'apprentissage, c'est toujours la clé. Dans chaque jeu, moi, j'ai compris que si tu apprenais plus les strats que tes adversaires, tu allais devenir meilleur. Alors mon parcours, c'est simple, c'est échec, le jeu d'échecs à l'âge de 5 ans. J'en ai parlé un peu sur la chaîne d'Idriss. Ça m'a frappé que tu aies commencé avec les échecs. Je suis sûr que… Avec mon grand-père, m'a appris les échecs, tu vois, le jeu d'échecs. Tu demandes à n'importe qui, personne ne se dit qu'un gars qui règne au poker ou qui est pro au poker à un haut niveau peut commencer par les échecs, quoi. Si, échecs et tu sais quoi, genre à l'âge de 8-9 ans, je devais être genre 1590 Elo, ce qui est un gros Elo, et jouer contre les adultes en fait. Donc jouer contre… les adultes en team. Je crois que t'es grand maître à partir de combien, de 2000? Non, alors d'abord maître, je crois que c'est 2002, je crois, 2002, je suis pas sûr. Défense sicilienne avec les noirs, voilà, le gambit de dame, des trucs comme ça. Truc de base quoi. Il y avait le truc Kasparov, je sais plus. Bref. Au bout d'un moment, c'est surtout les échanges de pièces qui vont devenir importants. Et j'arrivais à faire des parties à l'époque sans échiquier. C'est-à-dire que je faisais une partie avec un mec à 9 ans et on n'avait pas d'échiquier. Donc toi et moi, on était assis là, on pouvait faire une partie. En disant E4. Et en fait, à la fin, c'est chiant parce qu'il faut imaginer toute la progression. Mais je crois que j'arrivais peut-être pas à la finir, tu vois. J'avais 9 ans, Carlsen, il a fumé comme ça, je crois, 5 gars. En faisant des parties comme ça, sans échiquier. En aveugle, le dos tourné. Mais Carlsen, c'est la dévotion totale, tu vois. Il y a des mecs qui ont fait des simultanés, il me semble, avec, j'avais vu, je crois, c'est monté peut-être à 200-300 tables. C'est-à-dire que simultané, il jouait contre tout le monde. Il les fume un par un. Moi, j'avais fait une simultanée contre Christian Bauer à l'époque et il avait 40 échiquiers déjà devant lui. Moi, j'étais un des 40. Bon, il m'a niqué de ouf. Hein. Mais il arrive 2 secondes, il prend la décision. Bam, comme nous, on multitabling au poker. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec le poker. J'ai oublié de parler de ça, mais à une époque, j'étais expert scientifique pour une émission. Une grosse franchise de Endemol, tu sais, les mecs de télé-réalité et tout. Et cette franchise s'appelait Les Extraordinaires. Je salue l'équipe parce que leur professionnalisme m'a beaucoup marqué. Et notamment donc Christophe de Chavannes, dont ça m'a frappé parce que Christophe de Chavannes, c'est l'archétype du mec qui est superficiellement superficiel. Il est obligé d'être superficiel à la télé parce que tu fais pas 2 millions de parts d'audience, tu vois. Enfin, tu fais pas 30% de parts d'audience en n'étant pas un minimum superficiel. Regarde Hanouna. Mais en même temps, de Chavannes, c'est un très bon pianiste, très bon pianiste de jazz. Et c'est un mec
qui aurait voulu être journaliste, il a une histoire de dingue. Enfin, tu regardes sa biographie, c'est assez fascinant, mais il était obligé d'être superficiel. Et le pire, c'est que ça le travaille un peu. Mais dans cette émission, donc Les Extraordinaires, tu avais des gars qui avaient des talents assez dingues. Tu avais un mec, tu lui mettais un mur de Rubik's Cube, 60 par 60 ou 40 par 40, et tu changeais un pixel, enfin, donc tu avais 2 fois le même mur, tu changeais un pixel, il pouvait te dire lequel c'était. Comme ça, d'un coup, c'était un pro du dessin stéréographique, c'est genre les dessins, tu te rappelles quand tu avais les lunettes bleues et rouges là, pour voir dans les magazines les trucs en 3D. Je me rappelle ce truc. Ouais. Bah voilà, lui c'était un pro de ça, donc il les arrivait lunettes, tout de suite. c'est un papier bleu, papier Voilà, rouge là. Bleu, papier rouge, tu avais un magazine où tu voyais comme ça. Je me rappelle ça. Putain, c'est vieux ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux mec, on vieillit. Mais donc, j'étais expert scientifique pour ça et je voyais des gars. Par exemple, tu as Jean-Yves Ponce, j'ai fait une vidéo avec lui, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Potion de vie, je vous encourage à la regarder, c'est un athlète de la mémoire, Jean-Yves. Et donc Jean-Yves, c'est un pro, il peut te mémoriser par exemple 13 codes alphanumériques de Wi-Fi, tu vois, donc les codes de Wi-Fi, là, tac, avec des méthodes de mémorisation, c'est genre si c'est 24 B1375, ça devient Jack Bauer boit du pastis à Paris. Ou, pardon, Jack Bauer va de Paris à Marseille. 24 Jack Bauer, 24 heures chrono, B bois, 13 Marseille et 75 Paris. Tu vois. Si tu rajoutes justement 24 B13 51 75, bah, ça donne Jack Bauer boit à Marseille du pastis jusqu'à Paris. Tu vois. Okay. Donc tu retiens cette phrase et ça te donne le code. Et en fait, ce que je veux dire, c'est pour ça que je te parlais des échecs, c'est que Jean-Yves, il retient comme ça des phrases qui lui permettent de retenir des très très longues séries de chiffres et de lettres. Mais en réalité, tu vois, un Chinois par exemple, on estime qu'il maîtrise autour de 55 000 caractères. En fait, je pense qu'un Chinois natif, il maîtrise plus que ça. Mais tu as 55 000 caractères pour, disons, peut-être un Chinois de 12 ans, tu vois, quand il maîtrise l'écriture en chinois. Parce que, comme tu le sais, le chinois, voilà, c'est des caractères, c'est pas des lettres. Donc, tu as un caractère pour cheval, tu as un caractère pour phénix, tu as un caractère pour tel ou tel truc. Et donc, tu en as, à 12 ans, 55 000. Un échiquier, 64 cases, bah, c'est tous les emplacements possibles des pièces. C'est quasiment aussi des caractères, tu vois. Et au bout d'un moment, toi, tu vois le truc, c'est comme si, quand tu es tellement entraîné, quand tu as tellement appris ça par cœur, c'est comme si c'était une lettre pour toi. Et il y a des gars, je suis sûr, Carlsen, peut-être même qu'il y a certaines dispositions qui ont un son pour lui. Là, je sais pas, je suis pas allé l'interviewer, mais t'en as certains. Ouais, en fait, l'entraînement de la mémoire, ce que tu veux dire, c'est que ça peut s'utiliser, tu peux visualiser le truc, mais tu peux aussi décider mettre un autre mot dessus, associer ou mettre un son. Absolument. Tu as les synesthésies, donc tu sais, quand tu associes à une couleur à une note. Et je suis convaincu que tu en as qui font ça, qui associent carrément un son ou un nom, parce que tu vois, rien que quand tu parles des ouvertures, le gambit, etc., le défensif. Je crois que Fabien Olicard explique beaucoup ça sur sa chaîne YouTube. Tout à fait. Ouais, Fabien fait ça très bien. Et c'est des. T'as déjà fait des vidéos avec lui? Alors, on a fait des confs ensemble. Je crois pas qu'on ait fait de vidéos. Tiens, il faudra que je lui propose un de ces quatre. Ah oui, il a fait beaucoup des vidéos avec beaucoup de monde. Moi aussi, il faut que je lui propose parce qu'il a déjà vu. Il a déjà analysé. Invitons-le, Fabien, on t'invite. Parce qu'il a fait des vidéos de poker où il a analysé des trucs de poker. Donc, tout à fait. Mais tu as comme ça des méthodes, tu vois, tu as les palais de la mémoire où en fait tu essaies de visualiser ce que tu dois retenir comme si c'était dans une pièce. Donc, tu imagines, je mets le truc que je dois retenir dans un tiroir, etc. Physiquement, tu l'imagines dans ta tête. Et ça te permet de retenir parce qu'il y a une partie du cerveau qui s'appelle le cortex entorhinal et l'hippocampe qui retiennent très bien l'espace, qui sont en fait des GPS du cerveau. Et donc, ça te permet de mieux mémoriser. Donc, tu vois, sur les échecs, moi j'avais vu dans Les Extraordinaires, par exemple, une nana qui créait comme ça, tu vois, on lui montrait une série de noir et de blanc. Ouais. Donc blanc-noir, c'est des bits, quoi, c'est 0-1, 0-1. Bah évidemment, elle pouvait te retenir comme ça une série de 120 bits 0-1, 0-1 parce qu'elle les regroupait en 3 et chaque série de 3 donnait une lettre. Alors une série de 3, 0-1, bah, ça te donne que 8 choix possibles. Tu vois, 2 puissance 3, ça fait 8. Et donc, bah, tu n'as que 8 lettres à retenir et ensuite tu les enchaînes. Donc tu fais 120 divisé par 3, ça te donne le nombre de lettres que tu dois retenir, puis tu te fais une phrase comme ça. Ce qui fait qu'en un coup, tu vois, c'était super impressionnant. Tu vois, un type standard, tu lui dis vas-y, retiens 120, une série de 120, 0 et de 1, le mec il va te dire je peux pas. Tu vois, en fait, si tu peux. Tu peux, et c'est là que je voulais en venir, un peu pour conclure, mais on ne se rend pas compte du potentiel qu'on a. Et ce potentiel, on peut le développer quand on est en mode dévotion au sujet. Toi, dès 9 ans, tu étais déjà dévoué aux échecs parce que tu devais super bien t'entendre avec ton papy, etc. Dès 5-6 ans, ouais, tu vois. À 9 ans, c'était genre le pic de ma carrière échec. Et après, ouais, j'ai arrêté. Et en fait, ça a été toute ma vie des jeux parce que ça a été quoi? Magic à 12 ans. Putain, Magic, t'as joué à Magic? Ouais. Alors écoute, je salue un mec qui m'a fumé à Magic, Code Reno de la chaîne Code Reno, je vous encourage à regarder, c'est un spécialiste des armes à feu. Tu jouais à Magic aussi, je suppose. Je jouais à Magic, mais de ouf. Tu te rappelles des decks, quelle édition tu jouais? Alors, moi j'ai dû m'arrêter un peu de temps après Vision, donc ça devait être 4e. Ah ouais, je joue après, putain. Bah oui, on n'est pas de la même génération. Donc moi j'ai commencé, alors bord noir et tout, hein, mais ah ouais. Dernièrement j'ai vu un gars, je vais pas dire dans quelle ville il est, il avait
4 Lotus noirs, Ouais, sous blister. Et il me disait en ça vaut fait combien Lotus Noir aujourd'hui? 400 000 Par Lotus Noir? par Lotus Ah ouais, Noir. c'est fou ça. 400 000. Entre 300 et 500 000 dollars selon le niveau. Tu sais, mine, Mais tout attends, ça. à mon époque, ça valait pas si cher. Hein. Ah non, ça valait Ça 20 000 valait- francs. C'est déjà 20 énorme. 000 francs, ça valait 20 000 francs. Dans le Non, magazine au tout début, de Cote là. Ouais, j'ai oublié comment J'étais il abonné. s'appelait. Ouais, il s'appelait Lotus Noir, je crois, le magazine. Ouais. Et non, je crois que ça valait 5 000 francs. Dans les années 90, 5 000 francs. Ah moi, dans mon époque où Ouais. j'ai joué, je pense que ça valait déjà peut-être 20 000. Ouais, bah, ok. tu vois. Et Mais c'est maintenant, quand même rien. tu sais que maintenant, c'est utilisé pour blanchir du pognon. C'est une méthode. Parce que attends, un douanier, il va. D'ailleurs, tu as ça dans un film. Ah bah, t'as- il capte pas. Ouais, Hein, oui, Lotus Noir, il faut arriver à un Lotus Noir, dis qu'est-ce que s'en tu fout. veux. Enfin, il s'en fout, quoi, Parce il que a- le gars con qu'un douanier peut serrer, c'est un mec qui s'est couvert de bijoux de la tête aux pieds, tu vois. Ouais. Mais t'arrives, bon, j'ai un Lotus Noir, quoi. Bah, ok, passe. Bientôt les dracs au feu. Non, mais exactement, un drac au feu, c'est quoi? C'est 100 000 balles. Hein. En anglais, je crois, ouais, Ouais. mais pas les français. Les Bah, cartes françaises de drac au feu, peut-être 10K, Ils mais le je suis font dit sur peut-être une NFT connerie. maintenant, t'as vu les CryptoKitties aussi sur NFT. Donc, ouais, je vois Ouais, si je te Magic. disais ce que j'ai fait, Je jouais je l'ai blanc-bleu. raconté, mais j'ai vendu ma collection 1 de Pokémon avec toutes les cartes dedans. Ah putain. Drac au feu y compris, tout Mewtwo, enfin bref. Ah Tortank. oui, pardon, j'aurais pas Tu dû sais dire combien le je l'ai prix du vendu drac. Tu sais combien je l'ai vendu? Je l'ai vendu au marché aux puces de Blizé-Bersin, c'est un village à côté de Sarreguemines, de 200 habitants. Je l'ai vendu en 2000. Donc j'avais 11 ans et je croyais avoir fait une affaire. Je l'ai vendu à un mec qui me l'a Tu acheté. l'as comme vendu ça. à 300 francs. 90 francs. 90. Ça fait 14 euros. Je Ah, crois que la mon collection Dieu. entière, je veux pas savoir combien ça vaut, mais Bah, non, la mais collection moi, pareil, entière, je- les gars. J'ai Les gars. vendu ma collection de Magic, laisse tomber, mais donc. Ah, je les ai par contre, mes Magic. On va bien rigoler. Ah, tu J'ai vois, commencé à la parce que- 7ème, moi. Hein. Ah, 7ème, oui, c'est ça. C'est tard, mais j'ai joué 7ème, j'ai joué Carnage, Mérodin. Ah, bah, t'as joué Unglued aussi, là, les cartes à la con. Là. Non. Unglued, c'était une édition un peu parodique. Où, Ah non, je suis pas arrivé là. Tu rigolais, ouais, mais Magic, ça. Bah, je te dis, J'ai voilà, 2 maintenant, ans, je c'est utilisé pour blanchir du pognon. Tu sais que Ouais. Mangox, un des premiers gros échangeurs de Bitcoin, c'était un échangeur de cartes Magic. Ah oui, ça je savais. ça. Mangox, ça voulait Ça, dire j'avais Magic vu. the Gathering Ouais. Exchange. Ouais, après, ils se sont fait pirater. D'ailleurs, on va parler de Bitcoin un peu. Voilà, bah, bien sûr, on Je sais peut parler que vous aussi de la attendez que crypto, ça. etc. Vous attendez Mais que oui, ça, bien puis sûr. t'as fait une vidéo avec mon grand pote Asher. Ah, alors ouais, absolument. C'est la, Asher, qui est c'est un la pote. famille Asher, Asher, je te Asher, salue. je Alors, t'aime, je t'aime, je t'aime. on te kiffe, La Asher. famille, mais- elle est trop fort. Mais le Alors moi, truc- je prédis, je fais une prédiction. J'adore faire des prédictions. Prédiction, pas par rapport au Bitcoin. Hein. Prédiction par rapport à Asher. Asher, sera un des plus grands entrepreneurs français, peut-être le plus grand entrepreneur français dans les 10 ans à venir. Voilà, Ah bah il mérite en tout cas. Puis Après, YouTube, c'est dans les annales. je Donc sais attention, pas, je c'est sais dit. pas C'est Yo dans qui l'a quelle, dit. dans quelle mesure, ouais, c'est vrai que tu l'as dit. Il est trop bravo fort. ici. Il est trop fort. Je sais pas dans quelle mesure la France est suffisamment compétente pour les cryptos parce que la France c'est Ouais. le pays qui appuie sur le frein et l'accélérateur en même temps. Comme Oui, tu mais au le sais. moment tout le monde s'alignera peut-être, ou J'ai- pas s'alignera, mais en tout cas, il ira plus vite. Quoi. Honnêtement que Dieu t'entende. Mais Ouais. c'est vrai qu'Asher il est vraiment bon. Il est tombé visité dans la son marmite quand entreprise il à- était petit. ouais. Et, À Metz. à Metz, tout à fait. C'est Et chez moi, ça. C'est un mec. Ouais, c'est vrai, c'est de chez toi. Ouais, putain. c'est pour ça, ouais, il est venu à mon anniversaire et tout. Non, mais c'est vraiment la famille, tu vois. Ah, non, mais je le kiffe. D'ailleurs, Ouais. le manager de ma chaîne YouTube, c'est le manager de sa chaîne à lui, donc c'est vraiment Ouais. un plaisir. Salut, Dimitri. Ah, Dimitri, on te salue Salut, Dimitri, Dimitri. hein, salut à toi. Dimitri qui est licencié boxe française, mec. D'ailleurs, on avait lancé un défi à Thibaut InShape, là, il avait dit je ferais bien un petit combat de boxe parce que tu sais il y a eu Logan Paul, cette espèce Ouais. de bouffon qui Ah, s'est tu veux fait- faire un combat contre Thibaut qui Inchel s'est fait- bah, il avait proposé, moi j'avais dit pas de T'es problème, chaud je kiffe la boxe, si tu veux on fait un petit 8 rounds de charité, tous les revenus de mon côté iront aux femmes Peul que je représente, mais bon il a pas voulu, il avait dit honnêtement Ah, t'as pas... prendre tes baraques aussi. Oh, je suis pas baraque mais en tout cas je sais boxer, mais Tu sais boxer ouais, Ah je sais ouais. boxer, j'adore la boxe. Ah, Et donc j'enseigne sur Scandaria un cours sur l'histoire de la boxe poids lourd. Ah, mais nice. mérite vraiment son succès et au-delà. Mais donc ouais, parlons crypto 2 minutes maintenant qu'on a parlé de Magic et tout, et donc on a salué l'ami Codreno qui il m'a fumé à Magic. Il avait un deck de malade, un deck qui te fait piocher tout ton jeu et tu perds 2 points de vie à chaque pioche, tu vois, là, les bons vieux combos. Et il m'a dégommé juste pour le plaisir. J'utilisais quand je Quantique fais- selon Rim, moi, une carte de fou. Bon, Ah ouais, mais t'as. avec un artefact spectre isochronique sur Mirodin. Bref, quand tu Non, avais mais le les- deux combos, c'était les incroyable. petits combos, mais tu vois, juste pour Ouais. finir sur le coup du blanchiment d'argent, savoir que tu as, un vieux film français qui s'appelle Le Clan des Siciliens, où tu as Alain Delon qui joue un mec qui se fait libérer de prison, enfin qui se fait évader de prison Ouais. par des mafieux, qui en fait met tout son argent dans une collection de timbres. Ouais. Le mec fait putain, brillant, bravo. Et en fait, ça m'a fait marrer quand j'ai vu ce film, parce que en fait, tu peux faire pareil avec les cartes Magic aujourd'hui. Tu peux vraiment avoir littéralement 5 millions d'argent de la drogue dans un classeur de cartes Magic et les envoyer à Las Vegas. Et un type qui a genre du cash, il dit bon, j'achète des cartes Magic en cash. Ensuite, je les revends à Vegas, elles sont sur un compte en banque. C'est une méthode de blanchiment d'argent que je suis sûr que ni Interpol ni le FBI n'y a pensé. Et en fait, je suis convaincu que c'est des gens. Je savais pas que ça s'utilisait, ouais. Bah, tu sais, après, dans le monde du jeu, tu as bien sûr les gars qui perdent une valise au casino, tu vois, tu arrives à Macao, tu es là, oh mince, j'ai perdu 1 million de cash, c'est con, hein. Bon voilà,
tu viens de blanchir 1 million. Quoi. Technique. Après, en parlant de ça, les sites de poker étrangers permettent d'envoyer d'un site à l'autre les sommes que tu veux. Ouais, mais c'est de l'argent qui est déjà dans le système bancaire. Donc même s'il peut être un peu sale, le vrai argent qui est dur à blanchir. Certains sites te permettent de le ressortir en crypto-monnaie. Oui, ok, voilà. Je suis sûr que ça se fait, t'inquiète. Là, je suis pas naïf à ce point-là, mais je veux dire, le vrai argent qui est dur à blanchir, c'est le cash. Ouais. Fondamentalement, quand tu es un trafiquant de drogue comme Pablo Escobar et que tu te ramènes, boum. Ah oui, avec, il savait même plus où il les mettait d'ailleurs. Quand moi j'ai vu Narcos sur Netflix, c'est vrai, c'est une histoire vraie. Ils savaient plus où ils enterraient. Ils savaient Parfois plus où ils ils oubliaient. enterraient. Et le pire, c'est qu'ils avaient rien qu'en frais d'élastique et de entourer, ils avaient $50 000 par mois. Et en machine à compter les billets. Enfin, la machine, ça j'en parle même pas, mais à la fin ils prenaient des gens parce que ça coûtait moins cher. Puis en plus, acheter les machines, c'est un peu grillé, tu vois. Quand tu achètes, je sais pas. Quoi, j'en ai une ici, mais j'ai pas de cash chez moi. Voilà, mais toi, on sait pourquoi t'en achètes une. Mais je l'ai acheté pour compter le cash au casino parce que c'était marrant pour le stream. Voilà. Ouais, là, ça sert à rien depuis. Mais oui, ça coûte cher, oui. Ils ont dû acheter beaucoup de. 900 balles, un truc comme ça. Non, je sais pas, je l'ai payé à un pote pas cher, je crois 100 balles, mais après, au cul du camion. Peut-être que le net, en net, elle vaut plus cher, je sais pas. En neuf, j'ai acheté d'occasion. En tout cas, voilà, ça c'est l'argent qui est dur à blanchir. Et en fait, bah voilà, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que Macao s'est créé, honnêtement, parce qu'à Macao, tu as de l'argent, de la drogue. Et donc, évidemment, tu arrives, tu contrôles un casino, toi, tu dois blanchir par tes opérations de drogue, tu dois blanchir à $1 million dans la journée. Il y a un mec qui arrive, il joue au casino, tu lui dis tu joues $1 million. Le type il va le perdre, bah voilà, il vient de le perdre, maintenant c'est de l'argent légal, il est dans le système bancaire, il est propre. C'est ça, alors que finalement il l'était pas au départ. Il n'était pas au départ, c'est juste. En fait, le casino va souvent accepter ton argent, peu importe d'où il a le droit, c'est la loi. Le casino ne peut pas refuser du cash, c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait ils ont créé, mais c'est bien pour ça qu'ils avaient créé Las Vegas au départ dans les années 40 si tu veux, c'est que tu crées, t'es là, tu as besoin d'avoir des industries cash intensives. T'es obligé, tu vois. Si tu veux blanchir du pognon, club de striptease, etc., kebab, enfin des trucs qui brassent énormément de liquide. Et donc là, bah, tu peux dire, voilà, j'ai du liquide qui rentre et tout le monde ne va pas compter les billets de banque. D'ailleurs, les reçus, d'ailleurs, tu sais, à Taïwan, ils avaient beaucoup ce problème-là. Les gens ne gardaient pas les reçus, etc. Bah, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est vraiment des joueurs, les Chinois. Ils ont mis un numéro de loterie à l'arrière du ticket de caisse. Donc pour encourager les gens à garder les tickets de caisse pour vérifier qu'il n'y avait pas des fraudes, bah, les gens gardaient le ticket de caisse parce que tu avais bien en rouge, tu sais, la couleur de la chance dans la culture chinoise. Tu avais un numéro de loterie, c'était pour des conneries, genre, je sais pas, une console de jeu, n'importe quoi. Tout le monde les gardait. Et ensuite, bah, ça faisait qu'eux, ils récupéraient des tas de tickets de caisse parce que pour avoir le lot, tu récupérais des tickets de caisse. Et ils faisaient plein de petits lots pour récupérer plein de tickets de caisse. Et quand tu as récupéré plein de tickets de caisse, je crois qu'il y a des règles en statistique qui font que si tu as récupéré racine carrée du nombre de tickets, tu as 90% de chance de savoir si le mec a fraudé ou pas déjà. Tu n'as pas besoin d'avoir tous les tickets pour vérifier. Enfin, c'est peut-être pas 90% avec racine carrée, mais c'est peut-être 80% avec racine carrée. Tu vois. Donc à Taïwan, ils ont réussi à vérifier les fraudes comme ça. Mais donc allez, on peut conclure sur les crypto-monnaies 2 secondes. Ah ouais, les cryptos, faut en parler. On conclut là-dessus, mais moi je suis maximaliste Bitcoin, désolé les gars. Donc vous allez tout de suite me regarder comme un timbré. À la Max Kaiser. À la Max Kaiser, que je salue d'ailleurs, à la Adam Back. Adam Back qui est ici, qui est à Malte, putain. Donc Adam Back, il est à Malte. C'est un des suspects numéro 1 pour être Satoshi quand même. Faut le savoir. Ce mec, Adam Back, il vous dira non évidemment, mais Adam Back, c'est le mec. C'est ouf ça. Connaître l'histoire, c'est un hacker. Un mec remarquable. Adam Back, il a créé un système anti-spam dans les années 90. Donc pour vérifier qu'un mec n'était pas une machine qui vous envoyait plein de spam, pour faire ce qu'on appelle du déni de service, en fait, parce que le spam, c'est fondamentalement du déni de service sur votre boîte mail, eh bien, il crée un système qui s'appelle Hashcash, enfin qu'on va appeler Hashcash plus tard, qui est le proof of work de Bitcoin. C'est Adam Back qui crée ça. Et en fait, comme c'est la technologie centrale de Bitcoin, il y a des gens très sérieux qui disent en fait peut-être que Satoshi Nakamoto c'était Adam Back. Et ben il vit ici à Malte, pépouze. Putain, alors le pourcentage que ce soit lui. Moi je pense que c'est le suspect numéro 1. Putain, soit les mecs, parce que c'est un collectif très certainement Satoshi. Ouais. Donc et peut-être non seulement c'est un collectif, mais très certainement ils se connaissaient pas entre eux vraiment. Très certainement ils échangeaient par les forums, par crypto, etc. Et donc très certainement, ils protégeaient leur identité et très certainement, ils ne savaient pas qui ils étaient entre eux. Mais pour moi, un des gars dont tu es le plus sûr que c'est Satoshi, c'est Adam Back. Donc, en tout cas, lui, il est maximaliste Bitcoin, ça c'est clair et net, t'imagines bien. Est-ce qu'il y a une autre crypto que le Bitcoin qui est aussi décentralisée que le Bitcoin, tout simplement? Alors, à ma connaissance, non. Il y en a qui vont te dire peut-être Monero, peut-être. Mais il faut savoir que. C'est pas le cas? Tu prends Ethereum. J'aime bien Ethereum. Vitalik,
même si je suis maximaliste Bitcoin, tu vois, pour Adam Back, Vitalik Buterin, c'est un salopard. Bon, je dis ça alors que Owen va regarder notre vidéo et tout. Pardon Owen, hein, désolé. Beau call sur ETH d'ailleurs. Ouais, bien sûr, non, mais il a fait des beaucoup sur ETH, absolument. Beau call. Ouais, beaucoup. Ouais. Mais si tu veux, donc pour Adam Back, Ethereum, c'est une arnaque. C'est un exit scam pour lui. Pareil pour Max Keiser. Ça, c'est les maximalistes. Alors, je vais pas jusque-là, moi. Bon. Mais pour Adam Back, c'est le cas. Or, pourquoi ? Parce que 70% du volume d'Ethereum était préminé. Et ça, alors, après tout, c'est un business. Je veux dire, prends XRP, Stellar. Ça, ils trouvent pas que c'est normal. Bah oui, voilà, un mec comme Adam Back, qui est un vrai cypherpunk, qui est un type, je veux une monnaie complètement décentralisée et tout. Mais il dit, c'est un scandale d'avoir 70% de ton volume qui est préminé. Et je là, alors on parle, le Salvador a accepté le Bitcoin comme étant une monnaie légale. Est-ce que d'autres pays vont le faire ? Bah, je pense. Sûrement, ouais. Tu sais que... C'est quand même dingue. Je veux dire, si vous regardez cette vidéo dans 10 ans, on peut peut-être être dans l'histoire aussi sur ce Bitcoin point-là. vaudra 1 million, ouais. Ça, si Bitcoin vaut 1 million un jour, ça se trouve alors on parle, il vaut 1 million. Mais tu sais, on ne sait pas. Moi, je pense que Bitcoin vaudra 1 million dans 10 ans sans problème. Ouais. Je pense, parce que... Non, mais il y a des possibilités. Clairement, il y a des possibilités. C'est la scarcité. Tu as commencé à combien de Bitcoin ? Moi, alors j'ai commencé, mais tu sais, j'ai été mauvais sur le Bitcoin honnêtement, parce que je m'y intéressais en 2013-2014. Wow. Et surtout toi, tu t'intéressais à tout. Je me suis dit comment tu pouvais pas t'intéresser à ça. J'en avais miné et tout, mais si tu veux, j'avais pas un flèche à l'époque, j'ai commencé à rencontrer le succès plus tard. Et puis après, je me suis dit c'est trop tard, etc. Puis j'ai vu le crack de 2017. Tu vois le gros crack de 2017. Ah oui, t'as commencé après ? Non, même pas. Non, j'avais commencé avant, mais. Oui, mais t'as réinvesti après quoi. Donc j'ai fait des coups sur le Bitcoin. Honnêtement, c'est en bourse que je gagne mieux. Honnêtement, tu vois, sur l'affaire AMC, j'ai bien gagné de l'argent. Je m'y intéresse, tu vois, pour le côté culturel et le côté économique. Quand tu dis que le Salvador l'a accepté, en plus le Salvador a beaucoup de géothermie, donc ils ont de l'énergie gratos. Et donc miner du Bitcoin, ça peut être une solution pour eux. S'émanciper du dollar. On sait que tu vois, l'hégémonie du dollar dans le monde, c'est un problème en géopolitique parce que tu veux acheter n'importe quelle matière première, du café, du blé, du cacao, du pétrole, du gaz naturel, il faut payer en dollars. C'est un scandale. C'est comme si Apple te disait je te paye, je vais payer mes fournisseurs en bon d'achat chez Apple. Parce que le dollar, c'est quoi ? C'est un bon d'achat sur l'économie américaine. La monnaie d'un pays, c'est un bon d'achat sur l'économie de ce pays. Donc quand les États-Unis payent en dollars, comme disait De Gaulle, qu'il ne tient qu'à eux d'émettre. Ils font tourner la planche à billets comme ils veulent. Et croyez-moi, ils font tourner la planche à billets comme des malades. Eh bien, du coup, c'est tiens, je te paye en bon d'achat. Donc les pays producteurs de cacao, de pétrole, de gaz naturel, ils doivent dépenser leur argent aux États-Unis puisqu'ils sont payés en dollars. Et forcément, ça les énerve. Donc il y a beaucoup de pays qui ont essayé d'avoir une autre monnaie, qui ont essayé de passer par l'euro, qui ont essayé de créer une autre monnaie. Même des SK d'ailleurs avaient envisagé au FMI de créer une autre monnaie internationale basée sur les droits de tirage spéciaux du FMI, etc. Mais là, avec le Bitcoin, on est peut-être en train d'atteindre un début de ça. Il n'y a sans doute pas assez de Bitcoin. Encore que, tu vois, si demain le Bitcoin prend cette importance-là, là le Bitcoin il vaut plus d'1 million parce qu'il n'y a pas assez de Bitcoin pour qu'il prenne cette importance-là. Donc si demain le Bitcoin devient une monnaie de réserve internationale au même titre que le franc suisse, ou que le yen japonais, ou que le dollar, là oui, clairement, il va valoir 1 million par Bitcoin. Soyez prudents, attention, je vous on n'est pas notre financial advice. C'est ça, notre financial advice. Ce n'est pas un conseil financier. Déjà, on est nul. Ce n'est pas un conseil financier. Et en plus, ce n'est pas un conseil financier. Mais voilà, là, je vous donne juste une analyse géopolitique du truc. On dit juste que moi, je suis assez d'accord avec ce que dit Idriss. J'ai toujours aimé la crypto-monnaie. J'ai entendu parler assez tôt aussi, mais voilà, de par d'autres joueurs de poker. C'était dans une conversation entre Alex Luneau, Cyril André et il y avait Rui Cao, je crois, à la table, dans un déjeuner ou je sais plus, à Seb Sabik, à Barcelone en 2015 ou un truc comme ça. Et il disait, ils étaient un peu en PLS. Alors, j'ai pas eu de chance parce qu'en fait, j'ai entendu une conversation. On est souvent résultat orientiste, c'est-à-dire qu'on est orienté par le résultat de nos premières expériences. C'est-à-dire que moi, au poker, j'ai gagné tout de suite, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de gagner une partie. Ça m'a renforcé dans ma passion du poker. Et j'ai remarqué un truc, c'est que la plupart des joueurs pro de poker ont eu le même truc au départ. C'est-à-dire qu'ils ont gagné, ils ont eu même un petit gain, mais juste 300 €. Mais juste, tu vois, le côté d'avoir gagné, donc d'avoir voulu persévérer, parce que la récompense, comme tu dis, donne envie de persévérer dans le truc. Alors que peut-être qu'un mec aurait fait pro de poker, mais en fait lui, il n'a pas eu de chance, il a perdu la première fois, et donc peut-être ça l'a saoulé, il a juste pas donné suite, tu vois. Et peut-être que tu aurais été pro de poker si tu avais gagné la première fois, ou que tu avais gagné un gros truc. Et ce qui s'est passé, c'est que là, je les ai entendus dire, le Bitcoin
est-ce qu'on vend maintenant parce que là il s'est craché, machin, et il faisait que de parler de ça. Et moi je comprenais même pas de quoi il parlait, mais le truc était à 200 balles quand même, quand il s'en parlait. C'est pour ça que 200 balles. C'est pour ça qu'il y a les maximalistes. En fait, Ouais. des mecs comme Adam Back, ils disent alors, si Adam Back est vraiment Satoshi, lui, il comprend l'effort d'aller acheter la monnaie qu'il a créée ou qu'il a co-créée, puisqu'elle n'est pas préminée. Tu vois, encore une fois, c'est pour ça qu'il disjoncte quand il voit des monnaies préminées, parce qu'il dit putain, vous êtes des arnaqueurs. Et dans ce cas-là, tu dis j'achète et je garde. C'est ce qu'on appelle les diamond hands. Et en fait, les gars qui gagnent de l'argent sur Bitcoin, c'est ces gens-là. Regarde les jumeaux Winklevoss. Les jumeaux Winklevoss, donc tu sais, qui ont été baisés par Mark Zuckerberg. Là, je vois très bien qui c'est, c'est parmi les plus gros détenteurs de Bitcoin au monde avec le FBI, au passage. Le FBI, avec tout ce qu'ils ont saisi dans les premières années du Bitcoin, c'est peut-être le plus gros détenteur de Bitcoin sur Terre. Enfin, peut-être plus que Satoshi. Non, peut-être pas. Satoshi, c'est sûr que c'est pas un gros détenteur. 5% il a. Non, il a 1 million, il me semble, de BTC sur 21 millions. C'est quoi? C'est 5 C'est quoi qui Non, je crois qu'il s'est gardé 1 million de BTC. Hein. Ça dépendrait dans ce cas-là si Satoshi est un collectif ou pas, mais effectivement, genre Adam Back, il a pas 1 million de BTC. Non. Mais oui, si Satoshi est un collectif, dans ce cas-là, il y a 1 million de BTC chez le collectif. Peut-être même qu'ils peuvent plus accéder. Après tout, des cas de BTC qui sont totalement hors market. Mais s'ils l'ont créé, c'est qu'ils se sont gardés les accès, non? En tout cas, a priori, c'est là où le BTC est fort et là où je rejoins Idriss, c'est qu'il y a 95% de la supply qui est répartie et qui n'est pas appartient à aucune société, à personne. Donc, contrairement à XRP, on peut pas, contrairement à même l'argent réel qu'on utilise dans la vie de tous les jours aujourd'hui. C'est clair. Donc voilà, c'est sûr que le truc sur le papier est quand même sexy parce qu'on parle de quelque chose qui est un peu appartient à tout le monde et donc du coup qui est un peu fair entre guillemets. C'est ça, et puis après tu sais, t'as toutes les questions de oui mais c'est digital, 99% de l'argent mondial est digital, les actions aujourd'hui sont digitales, donc c'est pas vraiment un argument, mais on fera une autre vidéo là-dessus. Je pense on en fera une autre là-dessus, si ça vous plaît, parce que là on a juste fait une introduction. Mettez-nous en commentaire. Moi j'ai plein d'avis là-dessus aussi, c'est vrai que j'en parle peu sur ma chaîne, donc ce sera l'occasion avec Idriss d'en parler, peut-être même avec Asher à nouveau, on avait fait déjà une vidéo avec Asher. En tout cas, j'ai fait une vidéo sur la chaîne d'Idriss, allez la voir et au passage, profitez-en pour vous abonner à sa chaîne parce qu'on apprend beaucoup de choses. C'est dans la description, je vous la mets dans la description. La chaîne d'Idriss, super intéressante, elle parle de tout. Elle parle de géopolitique, mais aussi de crypto, mais aussi d'histoire. Tu as fait la théorie du jeu, ça va plaire aux gens de poker. Allez voir la vidéo de la théorie sur le dilemme du prisonnier. Dilemme du prisonnier, exactement. Qui est l'archétype des situations en théorie des jeux. Et tu sais que le dilemme du prisonnier, il a beaucoup d'applications aussi en dissuasion nucléaire, etc. Bien sûr. Parce qu'en fait, tu peux démontrer que plus il y a de joueurs, moins le jeu est stable. Donc, merci de faire la promo de ma chaîne, évidemment. Quand vous verrez sur toute ma communauté qui va regarder le pendant de cette vidéo sur ma chaîne, abonnez-vous à la chaîne de Yo parce que vraiment, c'est un plaisir d'échanger avec toi. Merci. On va en faire plein d'autres. Perfect Dark. Perfect Dark. On savait pas. De toute façon, on n'a pas préparé vraiment beaucoup. Elle est improvisée. On a improvisé les deux vidéos, que ce soit celle-ci ou celle que vous allez voir sur la chaîne d'Idriss. Ce sont des vidéos improvisées, mais avec ce qu'on a dans notre tête, etc. Il a beaucoup de choses à vous apprendre, allez le voir. Et plusieurs fois, vous m'avez vu peut-être regarder la fin d'heure, mais en fait, c'est parce qu'on a un live juste après. Donc en gros, puis la lumière baisse et tout. Et la lumière baisse et le soleil nous dit cassez-vous. Voilà, exactement. J'espère que ça vous a plu, mais avec Idriss, on pourrait parler 10 heures tellement c'est énorme. Avec toi aussi, mec. Abonnez-vous à la chaîne. Chose, je te kiffe. Ciao mon frérot. Bien. Ciao. Salut tout le monde.